avec un micro. Je vois une main levée ici. Monsieur, relevez la main s'il vous plaît, on va vous amener un micro. Et parenthèse, n'hésitez pas, si vous avez des questions pour Georges Louis, à les donner, je vais les noter et quand il arrivera, on lui redonnera. Voilà, merci de me donner l'occasion de parler. Vous, dans l'équation, dans la capsule, vous parlez donc des logements sociaux, 50 000 en attente en Wallonie, 150 000 en Flandre, avec un taux de propriété de 70% en Belgique, qui est enfin les gens sont propriétaires à 70%, donc j'évalue environ, si on prend 4 millions de ménages, on ne parle pas là des locataires qui ne sont pas des allocataires sociaux. Qu'est-ce que le politique compte faire? Je crois que les gens ont de l'argent en Belgique. Le Belge est un des citoyens européens qui a le plus de patrimoine, qui laisse dormir ce patrimoine. Et je crois que beaucoup de gens sont intéressés à investir dans l'immobilier. Malheureusement, on connaît tous des histoires vraiment très pénibles, et je peux vous en raconter, moi, où il faut mathématiquement, aujourd'hui, à Bruxelles, en tous les cas, j'ai pas encore eu le malheur en Wallonie, 6 mois avant d'avoir l'expulsion d'un locataire. 6 mois, alors qu'on ne peut demander que 2 mois de garantie, sans compter les dégâts locatifs, etc. Je crois que beaucoup de gens se détournent de l'immobilier pour ça et sont contents des loyers élevés pour couvrir le risque des impayés, etc., où vraiment on est très démunis. Et c'est parfois scandaleux, des gens qui ont épargné pour un appartement, pour le revenu. Vous voyez les gens qui vont passer leurs vacances au Club Med, etc., et qui ne payent pas leur loyer, et qui sans vergogne, en parlent à la télé. Oui, moi, c'est pas ma priorité. Voilà, je voudrais savoir ce que le politique veut faire à ce niveau-là. Cécile. Et alors, si je peux me permettre une deuxième question, allez-y. Sur la gestion des GRD, on a vu dans la presse récemment le directeur de RESA dire « Oh, moi, ça ne m'intéresse pas ». Quel est le pouvoir de la région? C'est quand même, je pense, quelqu'un qui dépend du politique, sans doute des intercommunales. Peut-être que les maires a suffisamment de représentation, mais bon, si tout le monde ne veut pas fusionner, demain on ne fusionne pas les polices à Bruxelles, on ne fusionne pas ce que vous dites, là, les logements sociaux, enfin tout le monde se dit, moi je veux rester directeur avec mes équipes, et on n'arrive pas à diminuer les factures pour les citoyens. Merci monsieur. Alors sur votre première question, la question des locataires indélicats, je peux vous assurer qu'elle est à l'étude au sein du cabinet. On a recommandé une étude juridique là-dessus. Parce que c'est quand même inconcevable que le propriétaire, et j'en ai rencontré, donc des exemples il y en a, des propriétaires qui mettent à disposition un logement et qui non seulement font face à des impayés, il y a ça, mais il y a aussi le logement qui peut être détruit ou dans des conditions épouvantables. Et le propriétaire ne sait pas vers qui se tourner. J'ai rencontré plusieurs personnes dans ce cas-là, et alors ce n'est pas la majorité des cas, il faut être correct aussi, mais ces cas ne peuvent pas se produire. Les propriétaires ne peuvent pas se trouver dans une telle situation. Donc, on travaille là-dessus pour essayer de régler le problème. On a fait faire une étude juridique. Pourquoi? Parce que la récupération des impayés, le fait d'expulser des gens qui ne se comportent pas correctement, ça reste quelque chose de très complexe en région wallonne. C'est le fameux standstill. Vous savez que dans la Constitution, il y a l'article 23 qui dit qu'on doit avoir droit à un logement. Et donc, expulser quelqu'un, c'est vraiment très compliqué. Mais il y a des limites. Quand des gens se comportent mal, il faut qu'ils soient fichés quelque part. C'est pas possible, parce que, à supposer même que la personne soit expulsée, eh bien, le propriétaire suivant, mais n'a pas cette donnée. Et donc, le gars, il recandidate pour un autre logement, mais il refait la même chose. Et donc ça, c'est inadmissible, on y travaille. Sur la mise à disposition, maintenant, alors pour les locataires, on a 450 000 locataires. Il y a aussi le système des AIS, parce que vous parliez de mobiliser aussi, l'argent privé et les biens privés, donc les agences immobilières sociales, pour ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez en fait, si vous avez un appartement loué, faire appel à l'agence immobilière sociale qui va prendre en charge toute une série d'éléments, dont notamment la rénovation du bien et sa remise en état si vous aviez le moindre problème avec le locataire. Il y a d'autres types d'avantages, mais je ne rentre pas dans le détail, ça on pourra peut-être en parler après, qui permettent aussi de mettre à disposition de clients plus précarisés des biens dans des conditions de sécurité pour le propriétaire. Donc c'est un système, je pense, qui est intéressant. Il permet à certaines personnes, il marche le micro, oui. Il permet à certaines personnes donc qui le souhaitent de louer quand même leurs biens en toute sécurité et de mettre à disposition du logement pour des personnes précarisées à un coût qui est évidemment bien moindre
que de construire du logement social qui coûte un pont, parce que quand il faut partir de zéro. Donc voilà, c'est un système intéressant. On travaille aussi sur la mobilisation de l'argent privé à développer des partenariats publics-privés. Chose qui voit beaucoup le jour en Flandre, mais qui est très peu utilisée en Wallonie, à mon grand regret, parce que certes, ce n'est pas facile à baliser, parce qu'il s'agit quand même que ça tourne et que les intérêts de la région soient préservés. Dans un partenariat public-privé, c'est important. Mais je pense quand même qu'il y a là vraiment des débouchés intéressants pour la mise à disposition de logements en mobilisant de l'argent privé précisément, puisque vous connaissez tous le budget de la région. Donc ça, c'est pour le premier volet. Sur le deuxième volet, j'ai oublié la question, c'était le GRD. GRD, le pouvoir de la région, ah oui, si certains ne veulent pas. Absolument. Donc vous disiez qu'en effet, Reza a été sorti dans la presse en disant « je n'en veux pas ». Oui, il y a quand même un pouvoir de la région. On ne va pas tergiverser. À un moment donné, il faut bien comprendre que les gestionnaires de réseau, ils sont aussi un des instruments de mise en œuvre de la politique régionale de l'énergie. Or, qui est l'actionnaire des GRD? Les communes. Donc c'est un niveau local, les communes et les provinces. C'est un niveau local. Est-ce qu'il n'est pas intéressant que la région reprenne d'une certaine manière la main dans les GRD pour appliquer une stratégie, une vision plus large que le strict intérêt local? Moi, je pense que si. Et donc, je le répète, fusionner pour fusionner à tout prix, non. Fusionner pour avoir de la lisibilité, de l'efficacité, oui. Donc nous sommes en train d'étudier les différents modèles et degrés de fusion, parce que dans une fusion, on peut commencer par un élément, et puis en ajouter un autre, on n'est pas obligé de fusionner tout de suite. Donc voilà, on étudie les différents scénarios. Quand nous aurons tranché et que je déposerai un projet de scénario devant le gouvernement, on l'appliquera. Voilà. Merci, monsieur, pour ces interpellations. Monsieur, on va prendre votre question. Levez la main, s'il vous plaît. Comme ça, on vous identifie. Oui, concernant les logements sociaux, lorsqu'on construit un immeuble, on doit envisager tous les éléments de cet immeuble. Et il m'étonne que, de ce que vous avez exposé, celui qui a construit n'a pas tenu compte de la totalité des facteurs qu'il devait mettre en œuvre, comme par exemple le contrôle électrique. C'est évident que moi, quand j'ai construit un immeuble, j'ai dû faire, avant de mettre en location mon immeuble, tout l'ensemble des contrôles électriques. Et ma seconde question est très rapide, c'est la fiscalité des biens immobiliers. Moi, j'ai une grande crainte qu'on croit que les revenus immobiliers sont 100% de revenus pour le propriétaire, ce qui est faux. On est à plus de 40% de fiscalité pour les biens immobiliers. Voilà. Oui. Oui, donc sur la... Pardon, moi j'ai un problème à retenir les questions. La première question. Mais... Voilà. Oui, voilà, exactement. Oui. Donc là, le fait est que dans le logement social, on a énormément de logements vétustes. Il faut bien comprendre que la grande majorité, malheureusement, des logements sociaux a été construite il y a 30, 40, voire 50 ans, voire même plus. Donc on se retrouve avec comme des bâtiments particulièrement vétustes. Vous savez qu'en région wallonne, si on regarde l'ensemble du bâti, pas que le logement social, on est déjà confronté à un logement beaucoup plus vétuste qu'en Flandre, par exemple. Et donc on a beaucoup plus de passoires énergétiques qu'en Flandre. C'est déjà une caractéristique du bâti wallon. Et c'est encore plus vrai dans le logement social. Et au moment de la construction de ces immeubles-là, les exigences n'étaient pas ce qu'elles sont maintenant. Donc il fallait procéder à cette mise à jour régulière, à cet entretien régulier. Et c'est ça qui est si difficile pour l'État, parce qu'il faut financer tout ça. Et la seule ressource, c'est le montant des loyers sociaux, qui est évidemment trop bas. Donc les sociétés de logement, c'est pour ça que je dis que le secteur va droit dans le mur, ces sociétés qui doivent gérer ça, plus elles rénovent, plus elles perdent de l'argent, puisqu'elles doivent investir avec l'argent de la région, ce ne sont que des fonds de l'État. Mais elles ne récupèrent pas cet argent, puisque le loyer reste toujours plafonné. Donc on a d'ailleurs introduit une augmentation pour ça, pour régler ce problème, en tout cas en partie. Mais donc ce problème-là, cette capacité à se maintenir à jour dans le respect des normes, et c'est valable aussi, non seulement pour la rénovation, mais pour les certificats à gaz et tout ça, c'est une saine gestion que de se dire, au jour le jour, quelle est la loi, est-ce que je l'applique ? Ça relève vraiment de la responsabilité des gestionnaires. Mais ce que vous expliquez est dû au fait qu'à l'époque, les contraintes n'étaient pas ce qu'elles sont maintenant.
Et alors, fiscalité. La fiscalité, alors ça, la fiscalité sur les biens immobiliers, c'est aussi quelque chose qu'on analyse beaucoup, bien que ce soit de compétences fédérales, enfin en partie en tout cas, essentiellement. Donc ce sont des leviers qu'on est en train d'analyser aussi dans le cadre de notre réflexion sur le nouveau système de soutien à la rénovation. On regarde aussi si on ne peut pas amener, mais ce sera dans un second temps, hein, parce que voilà, on construit les choses brique après brique, si vous voulez. Si on ne peut pas amener des leviers qui pourraient aider aussi en matière de fiscalité et constituer des incitants à la rénovation. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là qu'on étudie ces questions également. Merci, monsieur. Alors, je pense que oui, monsieur, là aussi, avait une question. Là, j'ai encore vu des mains. Il y avait des mains, là ? Oui, ok. On vous écoute ? Ouais. Bonsoir, madame la ministre. Tout d'abord, je voudrais remercier aussi bien la section locale que le MR national d'organiser ce genre d'événement, parce que ça permet à tout citoyen de se rendre compte de ce qui se passe réellement. Et dans un monde où la non-information ou la désinformation règne, je pense que c'est important de pouvoir organiser ce genre de choses, et je vous remercie de vulgariser l'information. Ma question, elle porte sur l'énergie. Donc vous expliquiez tout à l'heure que la problématique par rapport à des zonings industriels où cette distribution électrique n'est pas toujours assurée. Je voulais vous demander si vous pensez que dans le cadre du logement, donc peut-être en cœur de ville, cette problématique pourrait arriver aussi sur des lotissements plus importants, par exemple. Et est-ce que la situation est problématique à ce point-là, au point que demain, si on crée un parc de logements d'une centaine de logements, cette problématique arrive aussi? Alors, on n'en est pas encore au stade de la basse tension, mais on l'anticipe. Clairement, on l'anticipe. Parce que je veux pas me retrouver dans la situation qu'on connaît maintenant. Et donc, ce sont des questions sur lesquelles on travaille également. Mais normalement, sur la basse tension, maintenant, ça va. Mais on prend les choses en main, évidemment, avec tout ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Mais oui, il pourrait y avoir d'autres types de problèmes, en effet, sur la basse tension, de congestion du réseau et d'autres séries de choses également. Absolument. Oui, tout à fait. Donc, ce sont des choses qu'on travaille avec les gestionnaires de réseau pour le moment, pour éviter que ça se produise, précisément. Merci, monsieur. Monsieur, oui. Oui, bonjour. Dans la même problématique, moi je veux bien, mais vous nous expliquez qu'il y a du délestage au niveau du photovoltaïque, donc c'est déjà du problème sur la basse tension. Les gens ne peuvent à terme ou déjà plus mettre de chaudière au mazout. On ne sait pas avoir du courant pour charger nos bagnoles, ni pour nos pompes à chaleur. Qu'est-ce qu'on fait dans les bâtiments? Qu'est-ce que font faire les particuliers là maintenant, aujourd'hui? Alors, l'interdiction de remplacement des chaudières à mazout, c'est quand même pas pour tout de suite. Hein, c'est 2031. Les nouveaux bâtiments. Oui, 2031. Alors, dans les nouveaux bâtiments, si vous faites construire d'office, il y a plus une nouvelle construction qui utilise du mazout pour le moment. Donc, c'est déjà plus de courant puisqu'il y a du délestage tout le temps dans les oui. villages. Ça c'est une autre question. Hein. Donc, le délestage des panneaux photovoltaïques, c'est autre chose que de ne pas pouvoir. Le jour où un particulier dira, bah, moi, j'ai pas la puissance pour mettre une pompe à chaleur. Moi, je n'ai pas connaissance de cas. Hein. Donc, la possibilité d'avoir un accès à la puissance pour des particuliers, à ma connaissance, ne se produit pas pour le moment. On vient d'en parler un peu. Il n'y a pas de problème sur la basse tension, mais nous l'anticipons pour éviter que ça se produise. Donc ça, vous aurez, dans un bâtiment neuf, si vous construisez un bâtiment neuf, et de toute façon, tout ce qui est construit comme bâtiment neuf maintenant ne recourt plus aux énergies fossiles, et c'est déjà la situation existante. Donc en effet, la loi ne fait que consacrer l'existant. Pour les bâtiments qui ne sont pas neufs, donc les bâtiments existants, on parle d'une interdiction de remplacement, ça je précise, de remplacement de la chaudière. Ça ne veut pas dire qu'en 2031, tous les gens qui ont une chaudière à mazout doivent l'enlever et en remettre une autre. Si la chaudière fonctionne, eh ben, elle peut durer ad vitam aeternam jusqu'à ce qu'elle rende l'âme. Et c'est au moment où elle rendra l'âme, peut-être bien 20 ans plus tard, je ne sais pas, ou 15 ans, ou 10 ans plus tard, que là, on sera confronté à la question du remplacement. Et à ce moment-là, après 2031, il faudra remplacer par un autre système de chauffage. Mais vous pouvez donc anticiper cette question. Parce que je tiens quand même à signaler qu'avec le précédent gouvernement, cette interdiction de remplacement, c'était 2026. Hein. 2026. Donc ça, pour moi, c'était impraticable. Encore une fois, c'est encore un concept, c'est idéologique. Je veux dire, voilà, c'était, hop, il fallait interdire tout de suite, parce que le mazout, c'est pas bon, boum, on interdit, on met tout le monde dans le pétrin, pour parler plaquement.
Nous, on n'a pas voulu ça. On a reporté cette interdiction de remplacement en 2031, justement pour permettre aussi aux personnes d'anticiper ça, et aussi au secteur d'anticiper ces situations. Donc, je le répète, pour l'accès à la puissance en basse tension, il n'y a pas tellement de problème. Pour la question des décrochages, je reviens une seconde dessus, parce que ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, j'ai expliqué l'indemnisation des prosumeurs, mais cette indemnisation est à charge des GRD aussi, hein. Donc les GRD n'ont pas intérêt à devoir payer des indemnités aux prosumeurs. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont renforcer le réseau. Hein. Donc c'est aussi un incitant. C'est non seulement un dédommagement du prosumeur, mais c'est aussi conçu, enfin je passe les détails techniques, mais on l'a conçu pour que ce soit un incitant pour les gestionnaires de réseau à renforcer le réseau pour que le décrochage ne se produise plus. Le véritable objectif, c'est celui-là. Hein. C'est que le décrochage s'arrête. Ça, c'est l'objectif. Donc les gestionnaires vont renforcer le réseau. Donc cette question d'accès à la puissance pour le domestique ne devrait pas se produire. Je revois votre main, monsieur. Avant de revenir chez vous, je vais peut-être voir s'il y a d'autres mains levées plutôt au fond. Je n'en vois pas. Alors on va vous redonner la parole. Oui, merci. Donc, c'est au sujet des voitures électriques et du décrochage et de la capacité du réseau. Il y a 5 ans, j'avais acheté ma première voiture électrique et la marque, qui a disparu du marché belge, alors que c'était la voiture la plus vendue à cette époque, parlait déjà du projet Domo, c'est-à-dire d'utiliser la batterie de la voiture pour alimenter le réseau, enfin la maison à laquelle la voiture est liée. Ma fille vient d'acheter j'ai toujours une voiture électrique, ma fille vient d'en acheter une, et elle dit oui, ce système existe, mais il n'est pas autorisé. La marque lui a dit, c'est pas autorisé en Belgique. Pourquoi? Moi j'ai une voiture, elle fait 84 kW. On parle des batteries à 10 kW, 3 000 €. Donc là j'ai une batterie qui vaut 24 000 €. Est-ce qu'il n'est pas envisageable de pousser les gens à, en effet, stocker l'énergie pour éviter ces pics, les décrochages, etc. Enfin, techniquement, est-ce que c'est possible? Et est-ce qu'il y a quelque part un interdit politique, du fait de taxation, d'accise ou quoi, de permettre ce système? Il n'y a pas d'interdit politique et on y travaille. Le fait d'utiliser les véhicules électriques, donc moi je pense quand même, on pose souvent la question, est-ce qu'il faut vraiment aller à tout à l'électrique dans la situation? C'est inéluctable. L'électrification, elle est inéluctable. Alors il y a une question de rythme, qu'il faut gérer, et d'investissement dans le réseau, c'est évident. Mais donc je le répète, l'électrification, c'est de la décarbonation, donc c'est positif, parce qu'il n'y a rien à faire. Les catastrophes climatiques, on en aura encore. Hein. Donc voilà, sur ce point, il faut être clair. Il n'y a aucun interdit politique. Le fait d'utiliser sa voiture, la batterie de sa voiture, comme stockage pour pouvoir en effet stocker quand on ne consomme pas et réutiliser aux heures de consommation, c'est évidemment quelque chose qu'on est occupé à travailler. Il n'y a pas d'interdit, mais c'est quand même quelque chose qui doit se travailler de manière intelligente. Tout ce qui concerne les réseaux électriques est compliqué. Je dois le dire. Même l'indemnisation des prosumeurs, qui a l'air de quelque chose de simple. Vous n'imaginez pas le nombre de petits détails techniques qu'on a dû résoudre pour mettre ça au point, pour que ce soit réglo, pour que les gens soient indemnisés de manière correcte. Rien un problème qui apparaît simple comme celui-là. Et l'utilisation de ces batteries doit être également appréhendée en réfléchissant aux conséquences collatérales aussi. Il ne faut pas que tout le monde charge en même temps et que tout le monde décharge en même temps. Donc il y a là une réflexion à faire en partenariat avec les gestionnaires de réseau. On travaille dessus, mais ce n'est pas le seul aspect sur lequel on travaille, parce que j'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais tous les aspects qui permettent justement le stockage d'énergie, la meilleure gestion, les systèmes de management de l'énergie, notamment au niveau du domestique, sont évidemment largement étudiés maintenant en collaboration avec les GRD, bien entendu, et les utilisateurs. On va repasser le micro à monsieur. Quelle est l'attitude de la région wallonne face à l'énergie nucléaire et aux centrales nucléaires? Vous n'en avez pas parlé, je crois. La question du nucléaire s'aborde dans le cadre de la sécurité d'approvisionnement. Il n'y a rien à faire, on peut le tourner comme on veut, je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas de ressources fossiles, enfin on a un peu de gaz en Norvège, mais en Europe, on n'a pas de ressources fossiles. La question de l'autonomie énergétique de l'Europe, elle est cruciale. L'Europe a fait fausse route
Et Ursula von der Leyen l'a elle-même reconnu. On s'est trompé quand on a voulu à tout prix faire que du renouvelable et du 100% renouvelable. Le nucléaire, si on veut décarboner, il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut de l'énergie décarbonée, on ne peut pas faire que du renouvelable. Pourquoi? Tout simplement parce que le renouvelable, il est intermittent. Quand il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vent, il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'énergie. Alors on peut combler avec du gaz. Alors de nouveau, on est dépendant du fossile. Si on veut reconstruire une autonomie énergétique, et c'est vrai pour l'Europe, c'est vrai pour la Wallonie, pour la Belgique, mais c'est vrai pour l'Europe, à l'échelle de l'Europe, je pense qu'il faut du nucléaire parce que c'est une énergie décarbonée. Donc la position, donc le nucléaire est de compétence fédérale, hein, comme vous le savez, et de même que la sécurité d'approvisionnement. La position, vous connaissez, hein, c'est celle de mon collègue fédéral Mathieu Biet, qui est ministre de l'Énergie, qui relance donc toutes ces négociations pour relancer du nucléaire. La position, c'est le fait qu'en effet, on en a besoin, et c'est le fait qu'il faut anticiper, d'abord prolonger tout ce qui est prolongeable, ça c'est la première chose. Ah ben voilà le président qui arrive. Voilà, Georges Boucher qu'on peut applaudir et on reprendra. Nous étions donc sur la question du nucléaire, quelle était la vision de la région wallonne sur cette énergie, et Cécile était en train d'expliquer voilà, comment cette énergie importante, ô combien importante, était pensée d'un point de vue libéral. Oui, absolument. Donc, je termine brièvement, puis je te laisserai enchaîner. La question aussi, c'est donc de prolonger tout ce qui peut l'être, parce que c'est comme ça qu'il va être moins cher de construire, et d'anticiper aussi le placement de nouveaux réacteurs nucléaires, et notamment des SMR, qui sont des plus petits réacteurs, qui nécessitent un peu moins de place, et qui ont toute une série d'avantages. Voilà. Et donc, ce sont des choses qu'on anticipe et qu'on réfléchit, mais le nucléaire reste une compétence fédérale. Donc, nous, la compétence régionale, c'est quoi? C'est de trouver des terrains qui sont adaptés. C'est de délivrer des permis. C'est aussi une autre grande problématique qu'on doit régler au niveau de la région, c'est accélérer la manière dont on donne des permis. Voilà, ça c'est notre responsabilité à nous. Et nous étudions ça dans le cadre de la sécurité d'approvisionnement. Moi, mon rôle, c'est aussi de travailler le renouvelable. Donc il y a le nucléaire et un mix renouvelable, parce que ça c'est une compétence régionale. Et donc c'est l'alliance des deux, si vous voulez, qui va permettre d'assurer notre sécurité d'approvisionnement. Merci monsieur pour cette question. Alors, soit on continue les questions-réponses si vous avez des questions dédiées au président, ou alors je lance peut-être le président sur un propos global. On a énormément, Georges-Louis, parlé des trois casquettes de Cécile. On a parlé logement, on a parlé énergie, on a parlé également aéroport. Alors on s'est un peu ici mélangé dans les questions de politique énergétique, notamment au fédéral. On a parlé des locataires, d'un cadastre peut-être des mauvais locataires. Si on devait juste regarder aujourd'hui une photographie, Georges-Louis, de la Wallonie en comparaison à juin 2024, à côté de ces matières ô combien importantes, qu'est-ce qui, dans la vie des Wallons et des Wallonnes, a changé depuis que le MR est au pouvoir? Tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous, et excusez-moi, mais en ce moment, j'ai à chaque fois 2 conférences par soir, puisqu'il y en a une dehors et une dedans. Et donc, voilà. Mais je pense que c'est essentiel d'échanger, parce que je me rends compte de 2 choses. La première, c'est qu'il y a beaucoup de fausses informations qui circulent. Et la deuxième, c'est que il y a chez les gens, chez beaucoup de gens, un sentiment de crainte, parfois du ressenti qui date de nombreuses années, des difficultés qui n'ont strictement rien à voir avec les réformes et qui aujourd'hui se cristallisent à notre égard, dans toute une série de cas, parce que des gens agitent tout cela. Et ces gens sont les syndicats, c'est les partis de gauche, qui, depuis les élections, n'arrêtent pas. Et donc, à un moment, hier, il y en avait un, j'ai presque réussi à lui faire dire que quand il pleuvait, c'était de ma faute. Parce qu'à un moment donné, je lui ai dit, mais il pleut, c'est quand même pas de ma faute. Et il a vraiment marqué un temps d'arrêt, où je me suis dit, ouais, il va me dire oui, là ça va être extraordinaire. Et donc, voilà, je crois que ce sentiment, il est aussi compréhensible pour 2 raisons. Il y a un contexte international qui n'est pas simple. Et donc je pense que les gens ont, de façon assez sincère, des inquiétudes par rapport à l'avenir, quand on voit les conflits, quand on voit les tensions, donc on voit des résurgences de situations politiques qu'on pensait derrière nous. Et le deuxième élément, c'est qu'en fait, on fait dans le même temps énormément de réformes très rapidement. Et donc c'est comme si on nous demandait de réparer la toiture en pleine tempête. Alors vous allez me dire, mais vous pourriez aller moins vite ou pas faire les réformes. Le problème, c'est que si on ne fait pas les réformes, on meurt. Mais il est évident que les réformes qu'on est en train de faire maintenant, elles auraient dû être faites il y a 20 ans. Il y a 20 ans, on aurait dû avoir une stratégie de développement du nucléaire. Il y a 20 ans, on aurait dû réformer les pensions parce qu'on savait très bien
qu'entre 2025 et 2040, on allait avoir le pic du coût du vieillissement de la population. Il y a 20 ans qu'on aurait dû lutter contre les abus en matière sociale, c'est-à-dire le chômage limité dans le temps, les faux malades, etc., parce que ça nous aurait permis aujourd'hui d'atteindre les taux d'emploi des pays voisins comme les Pays-Bas ou l'Allemagne. Donc il y a 20 ans qu'on aurait dû durcir l'arsenal juridique pour ne pas se laisser se développer ce sentiment de laxisme. Mais le problème, c'est qu'il y a 20 ans, tous ces discours-là étaient intenables, que tout le monde n'a pas toujours eu le courage d'ailleurs de les tenir, et donc on est là aujourd'hui. Et si aujourd'hui on ne le fait pas, on va droit dans le mur. On va droit dans le mur parce qu'on a un déficit qui est le pire de l'Union européenne. On fait partie des 5 pays en Europe avec le plus faible taux d'emploi, et on est le pays dans le monde avec le plus haut niveau d'impôt. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on n'a plus assez de ressources par rapport à nos dépenses, mais en plus on n'a plus de marge pour aller en chercher des nouvelles. Donc il n'y a pas pire situation. Par ailleurs, on est aussi dans un état où on a toujours dit oui aux gens. Le problème de la Belgique, c'est que c'est un pays où on a vécu comme un état riche que nous ne sommes plus. Et donc on a dit oui à tout, tout le temps, et on a toléré des choses qui sont intolérables. Pourquoi on a plusieurs réseaux d'enseignement officiels? Pourquoi on a des statuts différents de professeurs qui donnent les mêmes cours dans les mêmes classes, les mêmes journées? Pourquoi les allocations de chômage sont payées par les syndicats, les soins de santé remboursés par les mutuelles? À ce point-là, je ne vois pas pourquoi les partis politiques ne pourraient pas payer les allocations familiales. Donc on a plein de systèmes qui sont des déperditions de moyens colossales. Et donc, à chaque fois qu'on veut faire une réforme, on se protège, on dit « Ah, vous voulez toucher aux mutuelles, donc les gens vont être moins bien soignés. » Ça n'a aucun rapport. Aucun rapport. On veut revoir la carte hospitalière, on dit « Ah, ben alors les gens vont être moins bien couverts. » C'est pas vrai. On a des hôpitaux parfois qui sont concurrents et distants d'une rue. Vous n'allez pas me dire que régler ça est un vrai problème, fondamentalement. En Belgique, on a par exemple, puisqu'on parle des gares, on est le pays en Europe avec le plus de gares par habitant et le pays en Europe où il y a le moins de gens qui descendent et qui montent par arrêt de train. Mais il faut le garder, parce que tout le monde veut sa gare. Si je vous explique qu'on va supprimer une gare, oh là là, vous allez me dire, ouais, pas la mienne. À Borin, il y a une gare ou pas? Il ne doit pas y avoir beaucoup de voyageurs. Pourquoi on a 3 fois plus de bâtiments de justice qu'aux Pays-Bas? Il y a 3 fois plus de bâtiments de justice qu'aux Pays-Bas. Et les magistrats, ils nous disent, il faut remettre de l'argent. Mais il faudrait peut-être aussi informatiser. Vous avez déjà été dans un greffe de tribunal, il y a des papiers partout. Et bien sûr, on occupe plein d'espace pour des papiers alors que tout ça pourrait être numérisé. Je crois qu'on ne se rend pas compte à quel point la Belgique vit encore dans les années 80. On a un mode de fonctionnement des années 80 en 2026. Le problème, c'est quand vous n'êtes pas adapté, il y en a qui aiment le football, puisque c'est la Coupe du Monde cette saison. Si l'équipe nationale avait le même système de jeu qu'en 86, je peux vous dire qu'on n'irait pas en demi-finale. Ça, je peux vous le garantir, parce que le football a évolué. Eh ben, le monde a évolué. L'économie a évolué, les systèmes de défense ont évolué, l'organisation de la société a évolué. Et nous, on veut garder exactement les mêmes systèmes. Alors, pour les changements concrets en Wallonie, il y a 2 éléments. Il y a un premier élément où il y a beaucoup de chantiers qui sont en cours. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il y en a qui ne sont pas contents, parce que quand on fait des travaux à la maison, il y a plein de poussière, c'est emmerdant, et donc on râle sur les travaux. Mais quand les travaux sont finis, on est quand même content. Et les travaux seront finis pour 2029, donc vous serez content. Mais il y a déjà des travaux qui sont terminés. Il y a des parties de la maison, vous pouvez visiter, et vous dire, ah, premier élément, un des plus symboliques, c'est les 3% de droits d'enregistrement. 3% de droits d'enregistrement pour le premier logement. Résultat concret, en 2025, 23% d'acquisition en plus. 23% de gens en plus qu'une année normale sont devenus primo-propriétaires. Ça veut dire que ces gens, ils vont pouvoir avoir un niveau de plus dans la vie et se sécuriser aussi en vue de leur pension. Parce que quand on arrive à la pension propriétaire de son logement, on est déjà beaucoup plus en sécurité que si on reste locataire. Il y a la diminution par 2 des droits de succession. C'est pas un cadeau aux riches. Les riches, je vais mettre votre cœur à l'aise, ils font ce qu'on appelle de la planification successorale. Ça veut dire que via des sociétés ou autres, ils faisaient déjà en sorte de pas nécessairement payer les droits de succession. Non, les droits de succession, ça profite aux gens de la classe moyenne. Ceux qui ont justement
peut-être 2 logements, peut-être un peu d'argent de côté, mais permettre aux gamins ou aux petits-enfants de pouvoir démarrer un peu plus haut dans la vie. On a également réformé fortement la fonction publique, avec la fin du statut. Et la fin du statut, c'est une bonne nouvelle pour les fonctionnaires, quoi qu'on en dise. Parce que sans statut, on va pouvoir mieux récompenser les fonctionnaires qui travaillent bien. Et oui, on sanctionnera les quelques-uns qui travaillent mal. Et il n'y a pas de mal à ça. Mais aujourd'hui, vous êtes un bon fonctionnaire, eh bien, vous commencez à un grade, et puis année après année, tous les 2 ans, vous avez votre petite progression salariale, et puis vous avez une progression en termes de statut. Ça n'a aucun sens de fonctionner comme ça. Ça n'est pas motivant, et ça ne permet pas d'attirer une série de profils. On va également travailler sur de la simplification et de l'accélération avec les permis d'urbanisme, les permis d'environnement qui sont numériques. Il y a déjà 21 communes qui sont en projet pilote. Pourquoi ? Parce qu'on veut accélérer l'obtention des permis pour permettre l'installation de plus d'entreprises sur le territoire. Il y a aussi eu la prise en charge, entre autres, justement par Cécile en l'occurrence, de faire en sorte de revoir le système de primes. Alors là aussi, il y a des gens qui disent « oui, mais le système avant était devenu impayable ». Et si Cécile n'était pas intervenue, on aurait eu avec les primes la même chose qu'on a avec le photovoltaïque. C'est-à-dire qu'on allait continuer à faire augmenter la bulle, puis la bulle éclate, et ce qu'on avait promis aux gens, on n'aurait pas pu le respecter. Ici, au moins, on respectera ce qu'on a dit à chacun. Et je rappelle qu'après la réforme, mais Cécile l'a certainement dit, le système de primes en Wallonie reste le plus généreux des 3 régions en Belgique. Donc ça, c'est vraiment une question de gestion et de responsabilité en la matière. Bien sûr, réforme majeure en termes de forem. Aujourd'hui, chaque demandeur d'emploi ne pourra pas faire 1 mois sans rencontrer son conseiller forem, et au bout du 1er mois, il y a un plan de formation, un plan de mise à l'emploi. On permet également, pour pouvoir remettre au travail, de faire en sorte que des gens qui aujourd'hui sont sans allocation ou sans CPS puissent également travailler via des ALE pour pouvoir remettre en marche progressivement les personnes. Il y a bien évidemment toutes les réformes fédérales qui accompagnent ça, avec des heures supplémentaires qui sont défiscalisées pour inciter les gens à travailler plus. Aujourd'hui, quelqu'un qui ferait le maximum d'heures supplémentaires défiscalisées, c'est-à-dire 240, eh bien cette personne pourrait gagner jusqu'à 25% de plus sur son salaire. Il y a également la question des flexi-jobs qui permettent aux gens qui veulent travailler plus de gagner plus, l'extension des jobs étudiants. Donc je pourrais continuer comme ça à l'infini, mais on a déjà fait énormément de réformes et il y en a toute une série qui sont en cours, comme par exemple la suppression des provinces, la suppression du Sénat, la fusion des structures de logement social, où vous voyez qu'à intervalles réguliers, on a des scandales. On a la Sambrienne, à Bruxelles, on a Saint-Josse, on a Anderlecht. Donc il y a toute une révision du secteur qui est nécessaire. Et alors il y a une grande réforme qui me tient particulièrement à cœur, et j'espère qu'on aboutira avant le 21 juillet, c'est la question de revoir les travaux sur les autoroutes wallonnes, parce que c'est un truc qui est... Non mais c'est devenu vraiment insupportable. On parle du mal-être des gens, mais quelqu'un qui habite en Wallonie, qui travaille à Bruxelles, ou qui habite à Mons, qui travaille à Liège, franchement, le nombre d'heures perdues sur les routes, déjà, c'est juste du temps de vie qui est perdu, parce que pendant ce temps-là, les gens, ils sont pas avec leurs gamins, ils sont pas à la maison, ils sont pas en train de travailler, on fait juste rien. En fait, pendant ce temps-là, on fait rien d'utile ou de plaisant. Et au-delà de ça, c'est juste un scandale qu'on ait des axes d'autoroute qui soient quand même en travaux depuis 15 ans. Et à chaque fois, on change de zone. Moi, c'est pas compliqué, ça fait presque 20 ans, je n'ai jamais connu l'autoroute Mons-Bruxelles sans une zone de travaux. Par contre, j'ai rarement vu un ouvrier dessus. Donc, les cônes, pour me dire que je dois ralentir pour me prendre des PV et faire vraiment le goulot pour les embouteillages, ça, je les vois. Mais des gens sur la zone, j'en vois pas souvent. Et donc, ça, on doit absolument résoudre parce que c'est quelque chose qui est facile, qu'on peut amener. Avec, bien sûr, une grande réforme qui n'est pas au niveau de la Wallonie, c'est celle de la réforme fiscale, de la baisse de la fiscalité, qui est déjà passée en première lecture en commission au Parlement fédéral. Elle sera votée avant le 21 juillet et mise en œuvre dès le 1er janvier. Donc la baisse d'impôt qu'on a promis entre en vigueur à partir du 1er janvier, étalée sur les 3 prochaines années. Moi, la seule chose que je voulais dire, pour ne pas être trop long et permettre peut-être plus de questions, c'est que
je comprends ce sentiment qui est humain, où les gens veulent le changement, mais ils ne veulent pas les réformes. C'est-à-dire que tout le monde a envie de changer, mais quand on voit ce que ça représente de changer, en général, on se dégonfle au dernier moment. Mais c'est vraiment pas la solution. C'est vraiment pas la solution, parce que notre pays, pour maintenir son niveau de vie, doit changer. Je pense que vous avez vu à quel point le monde était en train d'évoluer. L'Europe est dans une très mauvaise situation, mais la Belgique, au sein de l'Europe, est un des pires élèves. Donc, il faut juste se réveiller. Mais ceux qui pensent qu'on va pouvoir continuer comme avant, à distribuer de l'argent qu'on n'a pas, ça n'arrivera plus. Et la meilleure preuve de ce que je dis, c'est que si vous voyez ou si vous rencontrez nos opposants politiques, posez-leur juste une question. Est-ce que si vous revenez au pouvoir, vous allez remettre en cause la réforme des pensions, la réforme du Minerval, le chômage à vie? Est-ce qu'ils vont remettre ça en cause? Jusqu'à présent, à chaque fois que je fais le test, ils ne me répondent jamais. Ils disent oui, mais il faut voir, ça dépend, la discussion. Ok, bullshit politique. Ça, c'est n'importe quoi, ça. C'est oui ou c'est non. Le problème, c'est que s'ils s'engagent à ça, le PS avait déjà dit en 2019 que s'ils revenaient au pouvoir, ils remettraient la pension à 65 ans. Ils sont revenus en 2019, la pension est toujours à 67 ans. Donc, il ne faut pas se mentir. Je pense que certains sont même bien contents qu'on fasse le boulot. Mais moi aussi, je suis bien content de faire le boulot. Parce que faire de la politique, c'est pas être Miss Belgique. C'est pas vouloir être populaire tout le temps, à chaque moment. Faire de la politique, c'est à la fin de son mandat de se dire qu'on a fait quelque chose d'utile pour le pays. Même si sur le moment, les gens sont fâchés. Même si sur le moment, on vous salit, on vous insulte, etc. Mais ce qui est vraiment le plus gratifiant quand on fait de la politique, c'est de se dire que le pays n'est pas tout à fait le même après et qu'il est mieux. Et moi, je considère que limiter le chômage dans le temps, fusionner les zones de police à Bruxelles et réduire les structures publiques, sauver le nucléaire dans ce pays, baisser la fiscalité, ce sont des choses qui sont utiles pour le pays. Et ça, c'est essentiel. Et c'est pour ça que si des gens sont convaincus dans la salle, moi, l'appel que je peux vous faire, c'est qu'il faut continuer à expliquer, expliquer, expliquer. C'est pour ça que je passe du temps dehors. C'est pour ça que je vais voir chaque personne. Si vous avez des gens qui ne sont pas contents, invitez-les à la maison. On vient, c'est nous qui payons les chips et les boissons, il n'y a pas de problème. Si vous voulez organiser des conférences, faites-le. C'est fondamental d'expliquer. Parce qu'aujourd'hui, la gauche ne sait faire plus qu'une chose, c'est de diffuser des fausses informations. Et on doit lutter contre ces fausses informations. Et il ne faut pas se résigner. On doit au contraire être encore plus mobilisé. On doit être encore plus mobilisé parce que ce qu'on fait est juste, ce qu'on fait, on peut l'expliquer. Et je suis certain d'une chose, c'est que toutes les personnes raisonnables, et ils sont majoritaires, ces personnes raisonnables, toutes les personnes raisonnables le verront, le comprendront en 2029. Donc on ne doit pas être inquiet par rapport à ça. On doit continuer comme on l'a toujours fait, dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit, être tout à fait honnête, clair et surtout ne jamais refuser le débat. Et pour appuyer ton propos, Georges-Louis, je ne peux que vous inviter, si vous ne l'avez pas encore fait ou vu ou entendu, à consulter le site internet promessetenu.be. C'est le site qui permet de voir en temps direct les différentes réformes qui sont... Alors ça va pas s'afficher à l'écran, mais je vous le dis, promessetenu.be. Vous pouvez voir les différentes réformes aux différents niveaux de pouvoir du MR, ce qui a été dit en campagne et ce qui a été donc fait dans ces gouvernements. Alors, on va continuer avec les quelques questions persistantes, restantes, en tout cas pour peut-être le président. Madame, on va vous donner un micro. Merci. Bonjour à tous. Bonjour Madame la Ministre et bonjour Monsieur Boucher. Moi, j'ai une question en tant que propriétaire. Mes bâtiments ont plus de 30 ans. Je suis occupée à les rénover. Mais... étant donné que notre précompte immobilier est taxé, on dit que les loyers ne sont pas taxés, mais le précompte immobilier est taxé à plus ou moins 40%, est-ce que je pourrais défalquer les factures des travaux que je fais dans mes bâtiments bon, d'abord, ça me ferait plaisir à moi, mais aussi, ça éviterait peut-être le travail au noir. Mais pour vous répondre très directement, donc, vous avez totalement raison, l'immobilier en Belgique est taxé entre 30 et 35%. Donc il faut arrêter de dire, j'essaie d'être raisonnable, mais il faut arrêter de dire que l'immobilier n'est pas taxé, parce que de vous avez votre précompte immobilier que vous payez, et derrière, en fait, ce qui se passe, c'est que
vous devez indiquer dans votre feuille d'impôt votre revenu cadastral fois 1,4 et vous payez de l'impôt sur ce revenu-là. Alors, il est évident que ce n'est pas taxé à 50%. Et donc, pour la gauche, ce qui n'est pas taxé à 50% n'est pas taxé. Moi, je considère que quand on paye 35% d'impôt, sur, en plus, un capital que vous avez constitué en ayant déjà payé 50% d'impôt. Hein. Donc, il faut bien se rendre compte que, en fait, la règle, normalement, en droit fiscal, c'est qu'on ne paye jamais 2 fois de l'impôt sur le même euro. En Belgique, c'est pas 2 fois, c'est 5 fois. Hein. 5 fois. Hein. C'est vous payez de l'impôt sur votre revenu, puis vous payez les droits d'enregistrement, puis vous payez votre précompte immobilier, puis vous payez, si vous louez, votre revenu cadastral, fois 1,4, et puis vous payez encore des droits de succession, des droits de donation. Donc c'est 5 fois le même euro. Au départ, c'est le même euro, c'est l'euro que vous avez gagné en travaillant. Et alors, pour vous répondre très concrètement, oui, vous pouvez déduire vos travaux, mais à une seule condition, c'est qu'alors vous passez en fiscalité réelle, donc vous devez aussi indiquer vos loyers réels. Donc aujourd'hui, vous avez un choix qui s'offre à vous, vous avez 3 possibilités. Soit vous avez la possibilité de la société immobilière, qui constitue aussi une certaine charge, et certains tracas dans le sens où, si vous n'avez pas un patrimoine immobilier suffisamment large, vous allez alors être taxé plutôt à 20% qu'à 25%, parce que vous aurez une petite structure, vous allez être taxé à 20% de droit des sociétés, mais derrière, si vous voulez ressortir les loyers pour vous, soit vous allez payer l'impôt sur le revenu parce que vous octroyez un revenu, soit, et c'est plutôt comme ça que ça se fait, vous allez vous payer un dividende sur lequel vous allez payer un précompte mobilier. Donc quand vous faites l'addition de tout, c'est intéressant d'avoir une société immobilière quand vous avez un grand volume et que, par ailleurs, vous pouvez aussi déduire toute une série de frais via votre société, que ce soit votre téléphone, votre voiture ou des éléments de ce type. L'autre possibilité, c'est d'avoir le système que font la plupart des petits propriétaires. Ils ont 2 ou 3 biens, et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une taxation forfaitaire, mais alors, dans ce cas-là, ils n'ont pas de déductibilité réelle non plus. La troisième possibilité, et vous pouvez le faire pour un temps limité, c'est que vous passez alors en fiscalisation réelle, c'est-à-dire que vous fiscalisez réellement vos loyers, mais vous faites une déduction réelle de l'ensemble de vos coûts. Donc, je ne connais pas votre situation, je ne peux juste que vous conseiller d'aller voir un comptable en la matière, mais en tout cas, le premier conseil est gratuit chez moi, mais donc voilà. Mais ça dépend vraiment de votre situation et ça doit se calculer sur la durée. Il est évident que ça reste une fiscalité très élevée parce qu'en Belgique, on est le champion du monde de la fiscalité sur le travail, mais on est sur le podium européen de la fiscalité sur le capital. Donc les gens qui vous disent qu'il n'y a pas de fiscalité sur le capital, c'est des gens qui doivent certainement ne même pas avoir leur maison, ce qui n'est pas une tare en soi, mais il faut vraiment avoir jamais payé de précompte, ni immobilier, pour dire que le capital n'est pas taxé en Belgique. Donc oui, tout est taxé en Belgique et tout est taxé lourdement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, je parlais de réforme tout à l'heure, et de la gare de Beaurain, mais si on ne réduit pas la dépense publique, on ne réduira pas les impôts. Hein. Donc ça, parce que le citoyen aujourd'hui est le citoyen wallon est le plus schizophrène de Belgique. Parce que vous savez qu'il y a eu une grande enquête nationale, ULB, RTBF, Parti Socialiste, tout ça. En fait, l'enquête montre que les Wallons veulent une baisse d'impôts, mais une augmentation des dépenses publiques dans toute une série de secteurs. Je suis désolé de vous le dire, ça ne marche pas. Hein. Ça, on peut m'expliquer. Celui qui a la solution pour ça, alors on peut imprimer des billets la nuit, ça peut peut-être fonctionner, mais ça ne dure jamais. Mais donc, pour être très clair, aujourd'hui, on doit réduire la dépense publique. Mais on doit réduire la dépense publique de façon intelligente. Et en Belgique, il y a moyen. Donc, on a trop de structures publiques. C'est pour ça qu'on veut supprimer les provinces, le Sénat, on devrait aller beaucoup plus loin. Moi, je pense qu'on peut supprimer les 2/3 des politiques qu'on a dans ce pays. Un gouvernement, on aurait plus qu'assez. Mais soit. Mais donc, là, il y a de l'argent à récupérer. Après, je ne veux pas non plus être poujadiste, c'est qu'on va économiser de l'argent, on va surtout économiser de l'efficacité. Mais vous n'allez pas récupérer le volume de notre déficit budgétaire qui est colossal. Hein. C'est 30 milliards rien qu'au niveau fédéral. Aujourd'hui, quels sont les grands éléments de dépenses? On a beaucoup d'abus en matière de politique sociale. J'ai évoqué les faux malades. On a aujourd'hui 8% de population active qui est en maladie de longue durée. La moyenne européenne est à 4%. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi on est 2 fois plus malade en Belgique qu'ailleurs en Europe? Je ne suis pas en train de me comparer aux États-Unis ou à la Chine. Hein. Je fais une comparaison avec l'Allemagne, l'Italie, la France,
ces pays-là. Hein. La France n'est pas réputée pour être le pays le plus bosseur de la planète. Ils ont 2 fois moins de malades de longue durée que nous en pourcentage. Hein. Pas en valeur absolue, bien évidemment, en pourcentage. Donc là, il y a un premier problème. Les BIM, les bénéficiaires de l'intervention majorée, les gens qui ont une consultation chez les médecins à 1 euro, etc. Il y a des gens qui sont vraiment malheureux. On doit le garder. Mais il y a toute une série de gens qui bénéficient du système, qui en fait ont une série d'autres revenus. Vous parliez d'immobilier. Si vous avez des revenus immobiliers, on ne les calcule pas pour votre BIM. Le système est devenu tellement pervers que la mutualité a été jusqu'à proposer à une de nos ministres, Éléonore Simonet, si elle n'était pas dans les conditions pour avoir un BIM. Et donc on a doublé le nombre de BIM en moins de 10 ans. Mais on ne les a pas doublés parce que les gens sont devenus plus pauvres. On les a doublés parce qu'on a automatisé l'accès. Vous êtes demandeur d'emploi, boum, automatiquement vous pouviez être BIM. Vous êtes à la mutuelle, boum, automatiquement vous deveniez BIM. Ça ne va pas. Vous pouvez très bien tomber à la mutuelle, mais être multipropriétaire et toucher 5 ou 10 loyers. Donc dans ce cas-là, pourquoi on ne peut pas vérifier ces revenus-là? Le seul truc qu'on devait vérifier, c'est normalement les revenus du travail. Est-ce que vous aviez un revenu du travail ou pas? Mais il y a moyen d'avoir de l'argent autrement. Moi, je connais des gens qui sont rentiers, qui ont un statut BIM. C'est inacceptable. On ne peut plus dépenser de l'argent à ce genre de choses. Troisième élément sur lequel on a de la dépense publique, c'est qu'en fait, l'État s'occupe de trop de choses. Je suis désolé de le dire, mais l'État s'occupe de trop de choses. Et parfois, le citoyen ne s'en rend pas compte. Mais il veut payer moins d'impôts, mais dès qu'il veut monter un projet, il demande à l'État. Moi, je viens d'une ville où on donne des subsides pour ouvrir un commerce. Je suis fils d'indépendant. Et attends, dans quel monde je dois aller à la commune demander un subside pour ouvrir mon commerce? J'essaie de monter mon projet, quoi. C'est pas l'État qui doit aider pour ce genre de choses. Alors, on m'a souvent critiqué sur les subsides culturels ou les subsides à la RTBF. La RTBF, ça coûte 400 millions d'euros chaque année. La VRT, qui est la chaîne publique flamande, coûte chaque année 270 millions d'euros. Donc la Flandre est plus riche, compte 2 millions d'habitants en plus, et ils ont une chaîne publique qui coûte 130 millions de moins. Est-ce qu'on peut m'expliquer la différence? Alors je sais qu'à chaque fois que je parle de la RTBF, les journalistes font toujours des titres pour Boucher veut la peau de la RTBF, et puis il est facho, c'est parce qu'il n'aime pas leur contre-pouvoir, etc. De toute façon, il y a longtemps que j'espère plus que la presse dise du bien de moi. Donc il y a des illusions comme ça que j'ai oubliées. Mais fondamentalement, 400 millions d'euros. Et que font-ils de missions de service public avec cet argent? Donner de l'argent pour des missions de service public, de l'information, des documentaires, etc., je suis d'accord. Mais est-ce qu'on estime que The Voice, ça doit être payé avec vos impôts? Et vous pouvez aimer le programme The Voice, moi j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est typiquement un programme d'une chaîne privée. En France, c'est pas France 2 qui fait The Voice, c'est TF1. Le Grand Cactus. Est-ce que je paye de l'impôt pour payer David Jean Motte? Fondamentalement. Je pose juste la question, mais vu votre réaction, j'ai l'impression que c'est non. Je suis un fan absolu de Formule 1. Mais est-ce que vous trouvez normal que vous payiez de l'impôt pour que la RTBF achète le droit de diffuser des grands prix à une société américaine qui s'appelle Liberty Media? Je ne paye pas de l'impôt pour enrichir Liberty Media. Je suis fan de F1, si je veux regarder de la Formule 1, je préfère payer moins d'impôts et acheter mon abonnement sur la chaîne de la Formule 1. C'est 10 € par mois pour ceux que ça intéresse. Les droits de la Coupe du Monde de foot, parce qu'on a dit Boucher veut pas que on paye. Alors les gens étaient tous fâchés en disant ouais c'est un salaud, moi je veux voir mon foot. Et bien sûr les Diables Rouges on peut les payer, mais j'ai le grand bonheur de vous annoncer que vos impôts ont permis d'acheter la diffusion de Allemagne-Curaçao, ce qui a quand même un match qui restera dans l'histoire du football, ça j'en suis certain. Quel est le sens de faire ce genre de choses? Je pourrais continuer à l'infini, mais quand vous regardez aujourd'hui la grille des programmes de la RTBF, qu'est-ce qui reste encore de service public? Est-ce qu'il y a pour 400 millions de services publics? Je vais dire qu'il y a un quart. Mais si au moins on pouvait aligner la RTBF sur la VRT, ça serait déjà pas mal. Alors, bien évidemment, quand je dis que l'État s'occupe de trop de choses, il y a aussi beaucoup de structures. Nous, on aime bien des administrations lourdes, beaucoup de structures. Et alors, quand une structure ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on fait? On en crée une autre. Par exemple, la Belgique, c'est une spécialité, et la Wallonie, on est très fort là-dedans, c'est qu'en fait, vous avez une administration dans un domaine, mais comme l'administration n'a pas toujours été bien servie ou organisée, on se dit, ça ne marche pas, donc je vais créer un UAP. Donc ça, c'est un bidule sur le côté
qui en fait fait le boulot de l'administration. Mais bon, l'administration, comme elle était trop lourde, on s'est dit l'administration ne pourra pas le faire. Et parfois, l'UAP en question ne marche pas. Vous savez ce qu'on va faire? On va en créer un autre, qui aura plus ou moins la même mission. Exemple concret, parce que vous allez vous dire, mais il me raconte des histoires. Non, non. Quand on a formé le gouvernement avec Maxime Prévost, on a invité par exemple tous les acteurs du logement. Et je vous jure, parce que je n'aurais pas pu l'inventer, il y a un gars, donc on les a tous passés en revue, c'était la grande bibliothèque du Parlement de Wallonie, il n'y avait pas assez de place, hein, tellement il y a des acteurs dans le secteur du logement. Et donc on a fait un tour de table, ce qui nous a déjà pris 1 heure, pour savoir qui était qui. Et il y a un mec, il a dit, moi, ma structure, vous pouvez la supprimer, elle ne sert à rien. On fait doublon avec l'autre. Alors, j'avais compris que le type était en fin de carrière, donc il s'en foutait, il était nommé, voilà, donc lui, il allait tomber en disponibilité éventuellement. Mais il m'a dit, on ne sert à rien. Je l'ai vraiment remercié, j'ai dit, au moins il y en a un qui ose le dire. Mais on a, par exemple, en matière d'aide aux personnes précarisées, on a une structure qui doit donner du crédit social, une autre qui s'occupe du logement social, on a une agence qui aide pour l'accès à la propriété. Enfin, c'est complètement fou. Et à chaque fois qu'on va mettre le doigt là-dedans, on va vous expliquer qu'on est des gens qui allons s'en prendre aux plus précarisés. Mais c'est pas vrai. Tout l'argent que vous récupérez là-dedans, c'est de l'argent que vous pouvez remettre soit en baisse d'impôts, soit en politique sociale pour les gens. Et ça, il va falloir l'accepter. Aujourd'hui, vous devez savoir que toutes les structures sociales, 60 à 70% des budgets, ce sont que des frais de fonctionnement. Hein. Un CPAS, par exemple. Est-ce que vous avez conscience qu'un CPAS, c'est près de 70% du budget qui ne sert qu'à payer des salaires et du fonctionnement. Hein. Donc vous avez moins de 30% du budget qui est alloué à l'aide sociale. Donc quand on dit qu'on veut supprimer des structures ou fusionner des communes, c'est pour faire ce qu'on appelle des économies d'échelle, parce que vous n'aurez plus qu'un chef du personnel, qu'un seul juriste, qu'un seul responsable du service technique, etc., etc. Et donc, les moyens que vous récupérez, ben vous les récupérez soit pour réduire le déficit, soit de baisser l'impôt, soit pour le rendre aux gens. Et ça, c'est quelque chose qu'on a très difficile à faire passer via la presse. C'est pour ça que ces soirées sont utiles. Mais c'est complètement indispensable parce que quand un pays dépense 55% de son PIB, donc aujourd'hui, plus de la moitié de notre richesse produite, c'est de la dépense publique. On dépense 330 milliards d'euros d'argent public chaque année. Et tenez-vous bien, si la Wallonie était un pays, ce chiffre serait de 70%. 70% de la richesse en Wallonie, c'est de l'argent public. Donc ça veut dire de l'argent qu'on n'a pas produit, de l'argent qu'on dépense. Comment voulez-vous qu'un système fonctionne quand 70% c'est de la dépense et 30% c'est de la création nette de richesse? Je pense qu'à un moment, ça ne peut pas fonctionner. Et donc, quand certains nous disent qu'on est dans une grave économie néolibérale, on a plutôt des statistiques qui ressemblent à une économie communiste qu'à une économie libérale. Ça, je peux vous le dire. Mais donc, aujourd'hui, et ça, je pense que c'est la chose à retenir en termes de responsabilité politique, un politique qui vous promet une baisse d'impôts doit vous expliquer la dépense publique qu'il supprime. Et donc, moi, je sais que j'ai pas toujours le meilleur prix en matière d'insultes sur les réseaux sociaux, mais au moins, j'ai le courage de dire que si vous économisez pas quelques centaines de millions à la SNCB, si vous luttez pas contre les faux malades, les BIM, si vous supprimez pas certaines structures publiques, si vous remettez pas en cause certaines politiques publiques, alors vous ne baisserez jamais l'impôt, vous continuerez à l'augmenter à l'infini, et à force de l'augmenter, vous détruisez de l'activité économique. Parce que c'est ça le résultat à la fin. C'est qu'aujourd'hui, on détruit de l'activité économique, on en détruit en Belgique, on en détruit en Europe de manière globale, et avant de vous rendre la parole pour les questions, je vous donnerai juste un chiffre pour que vous réalisiez le déclin de l'Europe. Sur les 100 entreprises les plus riches de la planète, en 2000, il y en avait 36 en Europe. En 2025, il n'y en a plus que 9. Et elles sont toutes aujourd'hui aux États-Unis. Sur la côte ouest des États-Unis, pour être tout à fait précis. Donc, il faut vraiment être conscient qu'on vit dans une illusion de richesse, mais que si on ne réindustrialise pas l'Europe, si on ne remet pas plus de gens au travail dans des pays comme les nôtres, à la fin, oui, notre situation va réellement se dégrader. Mais je ne pense pas que c'est une fatalité parce qu'on a tous les outils pour pouvoir se redéployer. Y a-t-il d'autres questions? Remarques, avis? Oui, monsieur? Pardon? Les manifs sur la police. Oui, on pourrait, oui. Voilà, je vais poser une question à Monsieur Boucher.
parce que vous avez parlé tantôt des droits de succession, qu'elle est divisée par 2. Et quand je vois qu'en Europe, il y a quand même pas mal de pays qui ont supprimé les droits de succession ou qui l'ont réformé, par exemple comme le Portugal, où il n'y a pas de droit de succession aux descendants directs. Je voulais savoir, quand vous parlez de la division de droits de succession, c'est par rapport à quoi? Quand on a quoi exactement? C'est pas compliqué, c'est la division par 2 des taux actuels. Oui, mais pour les biens immobiliers ou immobiliers Tout. Votre succession, vous avez un taux. Et les taux qui existent aujourd'hui, vous les divisez par 2, vous aurez les taux prochains. Donc, Oui. par exemple, pour être très clair, il y a un taux ultime qui est à 85%. Il était à 90, je crois qu'il avait été baissé à 85. Et bien aujourd'hui, vous allez retrouver 42%. Donc ça, c'est le pire cas que vous aurez. Et ça fera de la Wallonie la région qui aura les taux de succession les plus faibles. Mais alors vous me parlez de complètement les supprimer. Sachez déjà qu'en les divisant par 2, j'ai toute une série de gens, aussi notre partenaire d'ailleurs, qui nous disent « Oui, mais vous êtes sûr, est-ce qu'on ne devrait pas remettre ça en cause, etc. etc. » Donc on ne remettra pas ça en cause. C'est la raison pour laquelle j'ai insisté. Vous savez, je suis un emmerdeur, mais je sais pourquoi je le fais. Malheureusement, je crois que je connais un peu bien les êtres humains. Et donc, je savais que si on ne le votait pas, dans les 6 mois de la mise en place du gouvernement, on ne l'obtiendrait jamais. Et la réalité aujourd'hui me donne raison. C'est-à-dire que le décret est voté pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2028. Donc si vous ne vous sentez pas bien, tenez le coup. Il faut attendre. Mais je savais que si on ne le votait pas tout de suite, il y aurait eu tellement de problèmes budgétaires qu'à un moment, il y en aurait bien un qui aurait dit « on ne va pas le faire ». Ici, comme le décret est voté, ils sont coincés. Parce que si nous, on n'accepte pas, et on n'acceptera jamais de le revoir, alors dans ce cas, le système est bloqué. Mais voilà, pour vous répondre très concrètement, vous prenez tous les taux existants, vous les divisez par 2, c'est ce que vous aurez à partir de 2028. Oui, parce que j'ai posé la question à mon notaire il n'y a pas longtemps. Je lui ai dit, tiens, comment il faut faire pour faire des donations? Ils m'ont dit, c'est 150 000 euros tous les 3 ans. C'est-à-dire 150 000 euros tous les 3 ans. Ah ben, c'est-à-dire que j'ai un patrimoine qui est assez important. Mais vous parlez en termes de donation. Oui, c'est ça, en donation. Ah oui, mais ça c'est autre chose. Moi, je vous parle en succession pure. Donc c'est au moment du décès. La donation, ça n'a rien à voir. Oui. La donation, c'est que vous avez un taux qui est encore plus faible, surtout sur les donations mobilières. C'est pour ça que vous me posiez la question, parce que je ne comprenais pas en droit de succession la différence entre mobilier et immobilier. C'est en donation que ça a un intérêt. Oui. Mais effectivement, ce qu'on a fait, c'est que les donations mobilières, on a créé un taux privilégié, parce que les donations mobilières, en fait, 9 fois sur 10, elles se faisaient de façon non déclarée. Donc, qu'est-ce que le législateur a pensé? D'ailleurs, c'était le MR. C'est qu'on s'est dit, il vaut mieux faire payer un petit taux. Comme ça donne la sécurité aux gens aussi, qu'on ne viendra jamais les embêter pour leur demander la provenance de l'argent. Et nous, l'État, ça nous permet de prélever quelque chose, que d'avoir un taux élevé qui fait que les gens se disent, je m'en fous, je prends le risque, parce que le taux est tellement élevé que je ne vais pas payer ça. Mais il est évident que pour bénéficier de ce taux réduit, mais vous m'avez l'air assez jeune et en bonne santé, il y a 2 balises. La première balise, c'est que si vous décédez dans les 5 ans, on peut revenir en arrière pour éviter des donations. Alors, je trouve que 5 ans, c'est excessif. Parce que je peux comprendre que la personne qui est mourante et qui sait qu'il va mourir dans les prochaines semaines fasse une donation, ça sera un détournement du système. Mais 5 ans, on ne peut quand même pas dire que 5 ans avant, vous savez que vous allez mourir. Hein, ou alors, c'est quand même assez emmerdant. Et la deuxième balise, c'est la limitation des montants pour effectivement éviter que de votre vivant en une seule fois, vous donniez l'intégralité de votre patrimoine en payant, c'est 3%, c'est 3% la donation, en payant 3% au lieu d'en payer, dans les taux actuels, si vous voulez le donner à un tiers qui n'a aucun lien de famille, en Wallonie c'est 85%. Hein. C'est complètement malade. Hein. Ce qui est d'autant plus malade, c'est qu'en plus ça ne correspond plus à la manière de vivre des gens. Parce qu'aujourd'hui vous pouvez vivre pendant 20 ans de votre existence avec une petite fille qui deviendra adulte, qui en fait officiellement n'a aucun lien de famille avec vous, parce qu'elle est juste la fille de votre compagne, et qui vous n'allez pas l'adopter parce qu'elle a un papa, donc officiellement vous n'avez aucun lien de parenté avec elle. Et vous voulez lui donner ce que vous avez. C'est normal que vous la considériez comme votre fille. Mais pour l'État, c'est une tierce personne, c'est une étrangère. Donc dans ce cas-là, vous allez vous retrouver avec des taux de fiscalité, alors grâce à nous 2 fois moins élevés, mais qui restent quand même très élevés et pas toujours
correspondant à la réalité. Mais donc en matière de donation, ça ne change rien. Les règles telles quelles sont là, mais je vois que vous êtes quelqu'un de prévoyant, parce que vous avez commencé J'ai quand même assez tôt. 63 ans. Hein. Votre espérance de vie, il vous en reste au moins 20. J'espère. Avec l'espérance de vie. Non, mais je parlais parce que mon notaire me disait que si on a des biens immobiliers, etc., au-dessus des 500 000 euros, c'était 30% de droits de succession. Alors maintenant, ça va être 15%, alors c'est ça? Bien évidemment, oui. Ah, d'accord. C'est pour ça que ça devient beaucoup plus intéressant. C'est intéressant. Ouais. Et encore une fois, ça dépend aussi à qui vous le léguez. Si c'est votre logement familial qui arrive dans les mains de votre enfant, c'est zéro. Ouais, ça, je sais. Le logement familial est complètement immunisé. Donc, voilà. Après, vous voulez donner une maison d'1 million d'euros à une tierce personne qui est un ami à vous. Là, effectivement, en Wallonie, aujourd'hui, c'est 85%. Donc ça n'a vraiment aucun sens parce que, en fait, tout le monde vend le truc pour payer les droits de succession. Donc, on se demande quel est l'intérêt. Et là, dans ce cas-là, effectivement, ça sera divisé par 2. Donc, on sera sur 40%. Ce qui reste un impôt très élevé, mais qui est moins confiscatoire. D'ailleurs, moi, je ne comprends pas comment on peut avoir un impôt à plus de 50%. Je trouve ça complètement fou. Alors, si vous le donnez à une œuvre, là, c'est encore différent. En fait, vous pouvez le donner par fondation, en fait, dans ce cas-là. Mais bon, après, on a peut-être envie aussi de faire plaisir aux gens qu'on connaît, quoi. Parce que le Portugal, les droits de succession pour les... Attendez, vous êtes à deux en parler. Oui. Oui, mais une maison, donner 50% à l'un, 50% à l'autre, autant la vendre et donner le produit de la vente. Parce que être copropriétaire, être en indivision, en plus avec une association, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui auront envie de vivre comme ça, quoi. C'est quand même un peu spécial. Monsieur, pour terminer sur le Non, mais Portugal. monsieur avait une... Oui, sur le Portugal. J'ai répondu à madame qui m'avait posé autre chose, mais vous m'avez... Oui, mais je ne sais plus ce que je voulais Parce que vous dites sur le Portugal. Je comprends Ah oui, pourquoi tu une veux dire donation, parce que oui. si vous oubliez en si peu de temps... Non, mais ça veut dire que... Non, il y a certains pays qui ont réformé les droits de succession, notamment le Portugal, puisqu'il n'y a pas de droit de succession aux enfants directs. Alors, les comparaisons avec les autres pays, moi j'en fais tout le temps. Mais j'en fais uniquement sur leur performance économique. Parce que moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, les gens prennent toujours le meilleur dans chaque pays. Et ils me disent, bah, regardez, au Portugal, il n'y a pas droit de succession. Mais, ok, mais il n'y a pas le même système social que chez nous. Hein. C'est le tiers de chez nous, hein, au Portugal. Et c'est d'ailleurs des communistes qui ont mis la pension. Aujourd'hui, c'est bientôt à 67 ans. En fait, au Portugal, vous avez une pension qui évolue selon l'évolution de l'âge. Il y a d'ailleurs certains pays scandinaves qui ont mis ça en œuvre. Donc, il y a des pays qui aujourd'hui sont à 69 ans. Ouais, 70 ans, même le Danemark. Voilà, effectivement. Et donc, on ne peut pas toujours aller prendre juste un point, mais moi, je reste convaincu que même notre système social en tant que tel, en dehors des abus, est un système qui est devenu impayable à cause du changement de nos paramètres économiques. Les pensions, par exemple. Vous entendez en permanence que le problème, c'est l'augmentation des budgets de la défense. Est-ce que vous savez de combien le budget de la défense a augmenté par an? 4 milliards d'euros. Donc on passe d'un budget de la défense de 8 milliards à 12 milliards. Ça veut dire que quand vous donniez 100 euros à l'État, avant, ça représentait 2,40 euros. Aujourd'hui, ça va représenter 3,50 euros. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que quand vous donnez 100 euros à l'État, il y a 22 euros qui vont à payer les pensions. Il y a 17 euros qui vont au système social et il y a 11 euros qui vont à l'enseignement. Les pensions, sur la même période de l'augmentation de la défense de 4 milliards, les pensions vont augmenter entre 2024 et 2030 de 18 milliards d'euros. On va passer de 61 à 79 milliards d'euros, c'est le coût annuel des pensions. Parce qu'on a un vieillissement de la population. Et donc, on me dit, il ne faut pas toucher. Ok, mais si on ne touche pas, en sachant qu'on a une pyramide des âges inversée, c'est-à-dire qu'on a plus d'aînés que de gens qui entrent sur le marché du travail. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas de risque de chômage de masse. Parce qu'il y a plus de gens qui partent à la pension que de gens qui entrent sur le marché du travail. Et qu'en plus de ça, parce que plus personne ne parle de cette donnée, mais on a 1% de croissance et normalement, ce trimestre-ci, on aura 0%. Zéro. Donc, quand vous avez une inflation à 3% et une croissance à 0 ou 1, il ne faut pas être un grand économiste pour comprendre qu'on détruit de la richesse, en fait. C'est-à-dire que votre gain de richesse, il est absorbé 3 fois par votre inflation. Donc, ça n'est pas de la croissance économique qu'on a.
C'est un leurre. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que notre système social, pour fonctionner, il a besoin au moins de 2,5 à 3% de croissance. C'est pas compliqué. Aujourd'hui, on a 0. Donc, toutes les augmentations en soins de santé et en pension sont financées par de la dette. C'est financé par de la dette. Parce que les pensions et les soins de santé, ça n'augmente pas de 2 ou 3%. Ça augmente de l'inflation, plus en matière de soins de santé, la norme de croissance des soins de santé, et en pension, le nombre de pensionnés nouveaux. Comment voulez-vous qu'on fasse face? Donc, moi, j'adore mes collègues qui ont plein de solutions à tout, surtout depuis qu'ils sont dans l'opposition. C'est vraiment dommage que le PS n'avait pas toutes ces idées quand il était au pouvoir. D'ailleurs, il vaut mieux qu'ils restent longtemps dans l'opposition, comme ça, ils auront plein d'idées en plus. D'ailleurs, j'entends pas d'idées, pour être honnête. J'entends juste des critiques. Ils nous disent, il ne faut pas faire comme ça. Ok, il faut faire comment? Il faut faire comment? Le nœud du problème, c'est qu'on doit retrouver de la croissance. Un point de croissance dans les recettes de l'État, c'est 3 milliards d'euros en plus, automatiquement, en faisant rien. Et donc, si vous ne retrouvez pas de la croissance, ben on peut chanter jusqu'à demain. La seule chose qu'on va être capable de faire, c'est de réduire des budgets au fur et à mesure. Et donc, pour retrouver de la croissance, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire de l'allègement en matière de règles pour les entreprises, pour attirer des investisseurs. On a trop de règles en Europe. Il faut en supprimer. Il faut accélérer l'obtention des permis. Il faut baisser la fiscalité. Il faut baisser le coût du travail. Il faut baisser le coût de l'énergie, qui est beaucoup trop élevé. Si on arrive à faire ça, on va à nouveau être intéressant. Mais aujourd'hui, posez-vous la question, vous avez 100 millions dans votre poche. Vous devez investir. Et vous pouvez investir partout où vous voulez dans le monde. Vous allez aller où? En Europe, où le prix de l'énergie est le plus élevé de la planète, à cause des taxes, parce qu'on a voulu sauver le climat, où le travail est un des plus élevés, le coût du travail aussi. Vous allez aller aux États-Unis ou en Chine. Aux États-Unis, c'est pas compliqué, hein. J'étais dans une entreprise tout à l'heure qui a une usine aux États-Unis et des usines en Belgique. Ils m'ont montré qu'à l'heure, le coût du travail en Belgique, c'était 50 euros, un peu plus de 50 euros. Le coût du travail à l'heure aux États-Unis, pour le même emploi, c'était 32 euros. L'énergie est 2 à 3 fois moins chère. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, vous avez un litre d'essence pour 1 euro, pas pour 2 euros, pour 1 euro, même moins. 1 euro, c'est vraiment quand c'est la crise chez eux. Donc, si je dois investir, je vais aller où? Sérieusement. Et face à ça, la réponse de la gauche, c'est de nous dire il faut créer une taxe sur les riches. Mais moi, alors, contrairement à ce qu'ils n'arrêtent pas de dire, c'est pas mes copains. Moi, je suis né à Frameries, j'ai vécu à Colfontaine, à Carnion, donc je peux vous dire que là, il y a tout sauf des riches. Et c'est d'ailleurs le grand problème de la région. Si on avait un peu plus de gens riches, on aurait plus d'emplois et on se porterait beaucoup mieux. Mais moi, je protège personne, je m'en fous en fait. Moi, la seule chose que je vois, c'est que je veux attirer des gens dans ce pays qui peuvent investir pour créer de l'emploi et créer de l'activité économique. Vous leur dites, vous devez venir dans notre pays, mais sachez une chose, c'est que vous allez devoir suivre 3 fois plus de règles qu'ailleurs, vous allez payer votre énergie plus cher, vous allez avoir des règles sociales beaucoup plus rudes, et en plus, figurez-vous qu'on va vous taxer au-delà des taxes que vous payez déjà dans votre activité. On va vous créer une surtaxe. Mais il y a qui vient dans ces conditions? Et c'est vrai, j'ai oublié de dire, il y a un petit bonus, c'est les grèves. Vous avez vu monsieur Tamellini? Tamellini, il a été renouvelé à la tête de la FGTB Wallonne, et pour fêter ça, une journée d'action. Allez, comme ça, il s'installe dans son fauteuil. Mais est-ce qu'il se rend compte? Parce que, oui, bien sûr, on peut en rire. Et moi, franchement, moi, ça m'inquiète vraiment, parce que j'ai un gamin de 2 ans et demi. Je me dis, mais c'est quoi cette société où on pense qu'en bloquant le pays 2 à 3 fois par semaine, dans un des pays où on n'est quand même pas à plaindre en termes de nombre de jours de congés, de récupération, etc., on va pouvoir s'en sortir. On ne peut pas être une des zones où on travaille le moins et croire qu'on va pouvoir vivre efficacement. Alors, bien sûr que le bien-être est un objectif. Moi, je ne suis pas en train de dire aux gens, vous devez travailler, il n'y a que l'économie qui compte, c'est pas vrai. Mais il faut quand même faire quelques efforts si on veut garder ce bien-être. Et ça, on doit être capable de le faire passer. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai essayé de faire passer
aux enseignants qui étaient présents. On a eu une discussion très constructive. Mais très franchement, et s'il y a des questions, je suis tout à fait prêt à répondre là-dessus et aussi sur la relation avec la police. Mais très franchement, je vous le dis, je l'assume et je l'ai assumé devant eux, il n'y a rien dans ce décret, absolument rien, qui justifie les actions qu'on a vues. Absolument rien. Je suis désolé. Oui, c'est un effort. Oui, il y a des changements. Oui, c'est pas nécessairement formidable pour tout le monde. Ça, je peux l'entendre et avoir de l'empathie pour ça. Mais je ne peux pas accepter que ça fait plus d'un mois que certains n'ont plus eu cours, qu'on va supprimer des examens dans une série, ou en tout cas qu'on veut supprimer des examens dans une série d'écoles, et qu'en plus, maintenant, on est en train d'accuser la police de violences policières, ce que je trouve mais hallucinant. Hein. Donc on est en train de nous expliquer que les responsables sont les policiers. Mais il n'y en a pas un qui s'est posé la question de savoir si c'était normal à 14 ans de prendre des vélos et de les brûler au milieu d'une place. Il n'y en a pas un, parce que moi je les ai vus ces images, il n'y en a pas un qui se pose la question de se dire, mais pourquoi quand la police leur demande de reculer, ils ne reculent pas? La police le demande une deuxième fois, une troisième fois. En plus, on coupe des images de façon isolée. Mais quand vous discutez avec les policiers qui étaient sur place, ils commençaient à recevoir des projectiles. Parce que les images que vous voyez, il y a deux endroits. Il y en a un, c'est la protection du Parlement de la communauté française, où je rappelle quand même qu'en étant agité par des députés à l'intérieur, des députés PTB, des députés écolos, qui applaudissaient, des députés socialistes, qui applaudissaient et qui chauffaient les manifestants, pendant ce temps-là, il y en a qui, en bas, essayaient de rentrer de force dans le Parlement. Hein. Donc ils ont cassé une porte, ils se sont introduits à l'intérieur, il a fallu les sortir. Mais on est dans quel pays? On est dans quel pays où on prend de force le contrôle d'un Parlement, avec des parlementaires qui agitent ça? Mais ça, bien évidemment, vous ne l'avez pas beaucoup vu à la télé. On ne vous l'a pas beaucoup expliqué, bien sûr. Parce que c'est beaucoup plus simple pour une série de nos médias, à commencer de la RTBF, de faire un truc sur les violences policières. Mais vous pensez que les policiers, ils ont réagi comme ça gratuitement? Moi, j'étais à la chambre, qui est à 100 mètres de là. Et je suis sorti et entré plusieurs fois, parce que, figurez-vous que je devais aller voir le premier. Je voyais les scènes, ça a duré des heures, hein. Ça a duré des heures où les policiers ont fait face, où ils ont demandé de reculer, où ils ont demandé de respecter des zones. Cette fameuse parlementaire écolo, qui à un moment donné prend un petit coup de spray devant la gare, et c'est quand même clair sur l'image, elle est là, la police lui demande à 3 reprises de reculer, elle n'obéit pas. Elle s'attend à quoi? Enfin, à un moment donné, qu'est-ce qu'on veut dans ce pays? Moi, hein, si j'étais un de ces policiers, hein, avec les boucliers, les casques, etc., la prochaine fois qu'on me demande d'intervenir, je dirais non, j'y vais pas. Parce que c'est pour se faire insulter et pour être présumé coupable, franchement, ça devient ingérable. Et moi, je suis désolé de le dire, mais de un, le décret ne méritait pas ça, et de deux, quelle que soit la loi qui soit adoptée, quand la police demande de reculer, on recule. Parce que si maintenant on est dans un pays où on ne respecte plus les policiers, ben ça veut dire, et j'en ai parlé avec des enseignants, les enseignants devraient aussi y réfléchir, c'est comme ça qu'on ne respecte plus non plus les enseignants, on ne respecte plus aucune structure publique, et dans ce cas-là, on ne peut plus vivre ensemble. Mais c'est une volonté qui est manifeste de la gauche, on le voit également en France, avec LFI et Mélenchon, où leur but, c'est de foutre le bordel dans la société. On organise des manifs, et dans ces manifs, c'est de plus en plus violent, c'est de plus en plus brutal, et qu'on ne me dise pas que c'est l'œuvre de casseurs. Hein. Parce que les casseurs, ils sont aussi amenés par ces groupes politiques. Et j'assume, vous aviez par exemple, parmi ceux qui ont secoué Yvan Verhofstadt, vous aviez un certain Julien Doé. Julien Doé, c'est le secrétaire général adjoint du 7K à Liège. C'est pas un casseur, hein. Ce mec, il a un statut, hein. C'est pas un inconnu. Quand le président des engagés passe, il fait partie de ceux qui commencent à le secouer, à le retenir, où la police doit intervenir pour sortir Yvan du truc. Donc, qu'on arrête de me dire que ce sont des groupes, à deux doigts, ils vont nous expliquer que c'est des groupes d'extrême droite, hein. C'est des groupes d'extrême gauche, parce que le fameux Doé, il fait partie des Antifas de Liège. C'est pas pour rien que les manifs à Liège sur l'enseignement ont été les plus dures, parce qu'elles sont infiltrées par les Antifas. Et si vous êtes un peu intéressé par les questions de sciences politiques, c'est un dessin qu'on le retrouve partout avec l'extrême gauche. C'est une tentative de prise de pouvoir aussi avec la violence. D'ailleurs, l'extrême gauche n'est jamais arrivée au pouvoir par les élections. Et donc, le fait d'accuser la police de violence, de rendre les manifestations de plus en plus dures,
C'est une véritable stratégie de l'extrême gauche. Ne vous laissez pas tromper par ça. D'ailleurs, ça fait des années qu'ils nous expliquent qu'il y a des violences policières. Hein. Mais à l'époque, ça ne prenait pas. Mais aujourd'hui, comme il y a plus de mouvements sociaux et qu'il y a des gens qui ont envie de le croire, on le répète, et on le répète, et on le répète. Et puis, il y a bien un journaliste qui trouve ça intéressant. Et c'est comme ça que vous arrivez sur la matinale de la première hier, à faire toute la matinale sur les violences policières, soi-disant. Mais c'est quand même grave d'accuser les gens de ça. Il faut le prouver à un moment donné. Et donc, vraiment, cette bordélisation de la société, il faut vraiment lutter contre, et c'est extrêmement important de pouvoir l'expliquer aux gens, parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a un vrai écran de fumée et pas suffisamment d'explications. D'ailleurs, si vous avez une question, je peux vous expliquer comment le mouvement Mars Attack est né. Je peux vous dire que là aussi, il est né pas loin de certains partis politiques. Merci Georges-Louis. Alors, je vois encore une main levée, deux mains levées. On va prendre les questions par lot pour finir. Monsieur, on vous amène un micro. Voilà, bonsoir tout le monde. Je me permets de vous poser la question concernant l'octroi des permis d'urbanisme. Parce que je trouve que parfois c'est vraiment très très compliqué de l'obtenir et je crois que ça dépend beaucoup du bon vouloir de l'échevin qui s'en occupe. Je vais évoquer brièvement mon combat. Je me suis battu pendant 4 ans pour obtenir un certificat d'urbanisme pour construire ma maison. C'était simplement une maison unifamiliale pour habiter avec ma compagne. Toutes mes demandes depuis 4 ans ont été refusées systématiquement par la commune. Et comme voilà, je suis quelqu'un qui en veut et je voulais absolument construire, j'ai chaque fois introduit un recours chez le ministre et j'ai gagné chaque fois. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment là un problème? Est-ce qu'il ne faudrait pas que ce soit une instance supérieure qui prenne la décision d'octroyer ou non un permis et pas uniquement un collège communal où il y a certains endroits où c'est beaucoup plus facile de l'obtenir? Parce que sur 4 ans, c'est une perte d'argent énorme. J'ai empêché des entreprises de travailler, ils étaient en stand-by, ils n'en pouvaient plus, et je trouve que ça, c'est quand même une situation lamentable. Merci. À laquelle il faudrait absolument trouver une solution. Merci monsieur pour votre question. Il y avait une main levée de ce côté-ci. Bonjour monsieur Boucher. Eh bien voilà, avant tout, je tenais à vous remercier donc d'être là, de nous offrir cette possibilité de pouvoir échanger ensemble. Je m'y retrouve fortement dans tout ce que vous pouvez dire, de manière générale. J'ai grandi du côté de Sambreville. Quand je suis devenu père, j'ai voulu changer de région parce que je ne voulais pas que mes enfants vivent dans cette situation où la précarité est là-bas très présente et mais aussi l'insécurité. Et aujourd'hui, je crois que on est dans une situation où la haine commence à arriver. Quand je parle de la haine, excusez-moi, j'ai un peu le trac, c'est pas grave. Pas l'habitude. Pourtant, je chante avec quelques amis là-bas plus loin. Mais bon. Vous chanterez après, lors du verre. On chantera après, oui. Allez-y, c'est plus facile en fait. Je peux le faire en chantant, mais non. Non, mais dans la situation dans laquelle on se retrouve, on a vraiment 2 clans qui sont en train de se créer. La droite, la gauche. Je serais curieux de savoir combien de fois, depuis que vous êtes jeune, on vous a traité peut-être de raciste, de facho, parce que vous aviez une pensée différente, pas de couleur de peau, pas de religion, loin de là, mais de faire valoir aussi les droits de manière générale, de se respecter l'un l'autre, comme nos parents, nos grands-parents pouvaient nous éduquer par le passé. J'ai 38 ans, je ne me reconnais plus dans mon pays. Je suis content de voir qu'enfin on a quelqu'un qui est là pour la Belgique. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris non plus, c'est que tous les problèmes que l'on vit aujourd'hui en Wallonie, c'est un problème de gestion avant tout qui était là au niveau wallon. Si on remet ça au niveau du fédéral, mais c'est une gestion qui a été lamentable pendant des décennies. Et je l'ai vu de mes propres yeux du côté de Sambreville, où voilà, avec tout le respect que je peux avoir aussi pour ces personnes. Et je crois qu'on se retrouve dans une situation où ce cordon sanitaire, en l'occurrence, profite à un certain parti, l'extrême gauche, je l'appelle comme ça, donc le PTB, et ça devient donc
un danger. Un danger dans le sens où c'est un tapis rouge qui leur est donné vers une ascension pour 2029 peut-être. Et beaucoup de personnes ne se rendent pas compte de la dangerosité que représente ce parti, en somme. Et donc voilà, je suis heureux justement de pouvoir échanger avec vous par rapport à ça. Merci monsieur pour ce témoignage. Je ne vois plus de main levée. Oui, monsieur. Vous avez parlé tout à l'heure du décret primo-acquéreur comme première réforme, en parlant d'une augmentation des ventes en 2025. Ne pensez-vous pas que s'il y a eu augmentation des ventes, il y a eu augmentation des prix et qu'on n'est pas en train de vendre plus cher à nos jeunes des maisons qui sont parfois des demi-passoires énergétiques qu'on va leur imposer éventuellement une rénovation rapide et qui n'auront plus la possibilité de déduire leur crédit fiscalement. Merci, monsieur, pour cette dernière question. Donc, peut-être, Cécile, sur les différents éléments. Bon, il y a eu la question du permis d'urbanisme. Est-ce qu'on laisse autant de pouvoir à une entité communale? Est-ce que la région doit peut-être venir un peu plus souvent dans l'histoire? Et peut-être aussi sur ce que monsieur expliquait sur la région. Et je laisserai le président pour terminer sur le propos de monsieur, notamment sur la radicalité en politique, etc. Oui, alors sur la question des permis, il y a en effet beaucoup de choses à faire. J'entends votre cas particulier que je ne connais pas. Un cas n'est pas un autre, évidemment. Mais il est évident que dans certains cas de figure, la région doit reprendre un peu plus la main. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait avec tous les projets d'intérêt stratégique pour la région. Quand un projet est vraiment d'intérêt régional, parce que vous avez cité un exemple, mais on est confronté comme à un phénomène NIMBY, d'opposition des citoyens à toute une série de choses. Quand on a des projets qui sont d'intérêt régional, d'intérêt général pour l'ensemble de la population, ils ne devraient pas être délivrés au niveau communal. Ça paraît logique. Donc c'est le cas par exemple de certaines grandes infrastructures dont on a absolument besoin, notamment en matière d'énergie. Et là, la décision qui a été prise, c'est de faire remonter ces permis au niveau du gouvernement. Mais en ce qui concerne les permis d'urbanisme, en effet, ça reste encore au niveau communal. Vous aurez peut-être constaté aussi, certains d'entre vous, que même quand c'est au niveau du fonctionnaire délégué, ce n'est pas toujours facile non plus. On a plusieurs fonctionnaires délégués en région wallonne, ils n'ont pas tous le même avis. Et donc il y a un poids de la personne qui est beaucoup trop élevé. Ça, c'est incontestable. Et on se trouve régulièrement dans des situations comme celles que vous décrivez, où il faut aller en recours, et encore, on n'a pas toujours gain de cause non plus. Donc voilà, il y a une velléité, en tout cas une décision qui est prise de reprendre tous les projets d'intérêt stratégique, d'intérêt régional majeur au niveau du gouvernement. Pour le reste, c'est évident qu'il y a encore beaucoup d'améliorations à faire en matière de permis, ça, c'est incontestable. On pourrait en parler longtemps, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Et alors la deuxième question, par contre... je peux peut-être laisser au bout le président là-dessus, mais sur ce que monsieur disait, une mesure très wallonne sur... voilà, la mesure, c'était la question, est-ce que les prix du logement ont augmenté parce qu'on diminue la taxe? Je vais répondre à celle-là parce que c'est facile d'y répondre de façon très concrète. La première chose, c'est que la composition d'un prix immobilier dépend de plein de paramètres. Ça dépend de l'offre, de la demande, ça dépend aussi des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt étant plus élevés, en général, ça diminue. Les taux d'intérêt sont plus faibles, le vendeur sait qu'il peut vendre un peu plus. Alors, bien évidemment, les maisons sont expertisées, etc. Mais après, moi je dis souvent, le prix ultime d'un bien, c'est votre désir de l'acheter. Donc, il y a des trucs qui partent. Moi je dis, j'aurais jamais mis cet argent-là. Donc, c'est un peu plus complexe. Mais par contre, je vais être très clair. Parce que certains ont essayé de dire, oui, mais les prix ont augmenté. Mais à la rigueur, c'est pas si grave. Je vais vous dire pourquoi. La grande différence entre des droits d'enregistrement et un prix de vente global plus élevé, c'est que les droits d'enregistrement, vous ne pouvez pas les emprunter. Donc la mesure que nous avons adoptée permet d'avoir des droits d'enregistrement de 3 000 à 4 000 euros. Si même le bien en contrepartie coûte 10 ou 15 000 euros de plus, parce que le propriétaire s'est dit, ce qu'il a gagné en droits d'enregistrement, je vais le reprendre sur la vente. Ça pose pas de problème à l'acquéreur parce que si vous étalez 15 000 euros sur 20 ans, objectivement, tant que vous obtenez votre crédit,
c'est quelque chose qui va être dilué, surtout si vous arrivez à avoir des taux d'intérêt comme il l'était jusqu'il n'y a pas longtemps, parce que on a une inflation à 3%, si même vous avez encore des taux d'intérêt à 3,5, 3,6, globalement ça va, parce que le taux d'intérêt couvre l'inflation, donc vous n'allez pas, la banque couvre pour vous l'augmentation du coût de l'argent. Mais alors il y a un deuxième élément aussi, c'est que bien sûr qu'on veut aider l'acquéreur, mais moi je suis content d'aider le vendeur aussi. Le vendeur qui vend sa maison et qui a besoin de son argent pour payer sa maison de repos, je préfère qu'il ait l'argent dans sa poche plutôt que dans la poche de l'État, parce que l'État, il a des trous dans ses poches. Dès qu'il y a de l'argent, ça tombe. Le gars qui vend sa maison après un divorce, moi, je suis plus content que l'un et l'autre arrivent à se partager un plus gros montant. Donc, il y a toujours l'idée que le vendeur immobilier serait le nanti. C'est un petit peu la même idée. Je dis pas que c'est la vôtre, mais dans la présentation que certains nous en ont fait, comme la présentation du propriétaire. Le propriétaire serait le nanti. Donc, finalement, un locataire qui ne paye pas son loyer, c'est pas grave, parce que le propriétaire, il a de l'argent, donc c'est pas si grave. Mais il y a plein de gens aujourd'hui qui louent des biens, qui eux-mêmes doivent payer un loyer ailleurs. Parce qu'en fait, ils avaient une maison, ils préféraient vivre dans une autre. Il y a des gens qui ont un deuxième bien, mais le loyer sert à rembourser le crédit qu'ils ont fait sur le deuxième bien, ou à compléter leur pension. Donc, il faut arrêter de considérer que le vendeur, c'est la même chose. Celui qui vend son bien, c'est un citoyen comme vous, C'est un citoyen comme vous. Et donc, à un moment donné, il a peut-être, s'il vend, c'est justement qu'il a peut-être besoin de l'argent. Peut-être parce qu'il déménage. Et donc, il va aussi réinvestir cet argent. Donc, on est en train de parler de transactions immobilières, parce que c'est surtout ça qui nous intéressait, de biens de 200, 300, 400 000 euros. Je suis pas en train de vous expliquer la vente de Marcouk d'un château à 15 millions. Votre premier achat, c'est rarement un truc à 15 millions. Il faut quand même être un peu raisonnable. Il faut déjà le trouver, d'ailleurs, le logement à 15 millions. Parce que déjà, quand vous arrivez à 1 ou 2, vous êtes déjà dans le top du top. Donc, allez, moi, j'ai vraiment pas compris cette polémique. Cette polémique qui consistait à dire, bande de salopards, vous allez prendre moins d'argent aux gens, donc les gens auront plus d'argent dans leur poche, qu'ils soient vendeurs ou acheteurs. Mais c'est quand même génial, moi, je trouve. C'est quand même génial de laisser plus d'argent dans la poche des gens. Il y a quand même quelque chose qui est intéressant en la matière. Donc, cette mesure, vous pouvez la prendre dans tous les sens, elle était essentielle. Et je vais même vous dire encore mieux que ça. Ça fait 20 ans qu'à tous les débats politiques, on me dit « Ah, monsieur Boucher, pourquoi les taxes sont moins élevées en Flandre qu'en Wallonie? Regardez quand ils achètent une maison. » Et là, maintenant qu'on vient de le faire, on nous dit qu'il ne fallait pas le faire. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter le délire absolu. Si le PS avait fait ça, on leur aurait jeté des pétales de rose sur la route en disant que grâce à eux, les jeunes pouvaient devenir propriétaires. Et parce que c'est nous qui l'avons fait, on rentre dans des grandes considérations sur la spéculation immobilière. La spéculation immobilière, elle vient d'un seul truc. Et ça rejoint ce que disait monsieur. Elle vient du fait qu'on ne délivre pas assez de permis. Vous voulez que les logements soient plus accessibles, et à Bruxelles, c'est la même chose. Faut pas caper les loyers, faut pas bloquer les prix, tout ça, c'est des conneries, ça ne marche jamais, ça n'a marché nulle part. La seule chose qu'il faut faire, c'est construire plus de logements. Aujourd'hui, en Wallonie, on devrait pouvoir créer 15 000 logements nouveaux chaque année. On délivre entre 10 et 12 000 permis. À Bruxelles, c'est pire. À Bruxelles, on devrait délivrer 5 000 permis au moins par an pour faire face à l'augmentation de population. Quand ils en délivrent 1000, je crois qu'ils sont déjà bien contents. Et là, on en revient à ce que disait monsieur. Alors, je ne connais pas le cas au niveau du collège. Et vous savez, il y a un autre problème au niveau de la région, parce que Cécile a parlé des sites stratégiques. Mais au niveau de la région, vous avez ce qu'on appelle le délégué, le fonctionnaire délégué. Si vous n'êtes pas content de votre échevin, renseignez-vous sur votre fonctionnaire délégué. Moi, j'ai jamais entendu du bien sur un fonctionnaire délégué. Et le problème, il est où? Le problème, c'est un changement de mentalité qu'on doit créer. C'est-à-dire que dans le droit de l'urbanisme, il y a toute une série de choses qui relèvent de l'appréciation personnelle. Par exemple, la couleur des briques. Clair, foncé. J'ai eu un cas à Mons, ça a duré des années. Ils ont fait des tests de colorimétrie. La brique était brune, pas noire. Mais comme sur la fiche de la brique à l'achat, il était mis noir, le fonctionnaire délégué a, au bout de 2 ans de conflit, obligé à peindre des bandes blanches sur le mur pour soi-disant l'éclaircir. Voilà. Et le ministre n'a jamais voulu intervenir, etc. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ça? On doit changer les mentalités.
On doit faire comprendre aux administrations qu'elles sont là pour aider les gens et pas les enfoncer. Alors il y a des fonctionnaires qui font extrêmement bien leur boulot, mais il y a des fonctionnaires, malheureusement, quand on leur donne un petit pouvoir, ils ont le syndrome du petit chef. Et donc le petit chef trouve qu'on va vous emmerder pendant 1 an sur la couleur de briques de votre maison. Et ça va pas. Ça va pas du tout. Donc ça, c'est le changement de mentalité. 2, il y a aussi la prise de responsabilité des politiques. Un fonctionnaire délégué, il peut être bypassé, comme on dit, par son ministre. Un échevin doit à un moment pouvoir aussi être contrôlé par le collège. Et si l'échevin va trop loin, et je ne dis pas que c'est votre cas, puisque je ne connais pas le cas, je ne connais pas la commune, je ne connais rien. Mais je sais qu'il y a des situations d'abus. À un certain moment, le collège doit aussi pouvoir recadrer quand c'est excessivement abusif. Et objectivement, attendre 4 ans pour pouvoir construire sa maison, c'est n'importe quoi. Qu'au bout de 6 mois, on vous dise, voilà, vous pourrez construire votre maison à ces conditions-là. Et si vous voulez d'autres conditions, ben, tant pis pour vous. Mais il ne faut pas vous laisser lanterner, parce que parfois, votre projet, on a le droit de le refuser aussi. Voilà, mais, et on doit faire la même chose avec les entreprises, on doit pouvoir dire à quelqu'un au bout de 6 mois, si tu veux ton truc, c'est à ces conditions-là. Et si tu le fais comme ça, tu l'auras. Si tu le fais autrement, tu ne l'auras pas. Et comme ça, vous savez vous positionner. Vous changez de commune, vous revendez le terrain, vous construisez aux conditions qui vous ont indiquées, etc. Ce qui ne va pas, c'est de traîner en longueur avec des échanges. Vous savez, il y a même des communes où ils ont des systèmes de ruling, entre guillemets, mais des rulings qui ne vous lient pas. C'est-à-dire que l'architecte va à la commune avant de déposer la demande de permis, et il dit au fonctionnaire, si je fais comme ça, est-ce que ça passe? Le fonctionnaire dit, ouais, pas de problème. Puis il dépose son permis, et au bout de 3 mois, on lui dit, ah non, mais dans votre... ça, on n'aime pas. On n'aime pas. C'est même pas qu'il y a une règle écrite. On n'aime pas. Oui, mais quand je suis venu, oui, mais vous avez eu mon collègue, et puis on a regardé, c'était, non, ça ne va pas. Dans l'environnement, ça ne va pas. Allez. Il y a des architectes qui deviennent fous avec ça. Ils passent des heures, et à la fin, c'est les citoyens qui paient de 2 manières. Ils payent des honoraires. Et comme on ne construit pas assez de logements, ben les prix des logements ont vraiment une tendance à augmenter, ce qui rend dans certaines régions, je pense moins ici par exemple, mais dans certaines régions, ça rend l'accès au logement beaucoup plus compliqué, et trop compliqué. Ça, en tout cas, je peux vous confirmer que c'est le problème majeur à Bruxelles. D'ailleurs, Bruxelles, quand vous irez à Bruxelles, comparez. C'est une des capitales où il y a le moins de grues que j'ai pu voir de ma vie. Dans toutes les capitales, il y a des grues partout. Ça construit tout le temps dans une capitale. Regardez à Bruxelles. Franchement, si en allant à Bruxelles, vous arrivez à compter 4 grues, vous êtes très fort. En fait, les seuls trucs où il y a des travaux, c'est les routes, parce qu'elles s'effondrent. Mais la construction, c'est infernal, avec tout le débat aussi sur la TVA, sur le logement neuf, mais je ne vais pas ouvrir ce débat si vous ne posez pas de questions sur le sujet. Il y avait une dernière question, qui était celle du cordon sanitaire, du traitement de la droite par rapport à la gauche. Ouais, ça, je peux vous dire que je commence à m'habituer à un traitement différencié. Donc tout ce qui n'est pas de gauche est fatalement devenu d'extrême droite aujourd'hui. Je voudrais dire 3 choses par rapport à ça. La première, c'est que c'est extrêmement grave le jeu auquel joue la gauche aujourd'hui. Parce qu'à force de traiter tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux d'extrême droite, ils ont quand même dit, par exemple, que la suppression du statut, la CGSP a mis dans un communiqué que la suppression du statut nous ramenait aux heures du rexisme. Donc c'est Léon Degrelle, la collaboration, etc. Je ne sais pas si on se rend compte. C'est hyper dangereux parce que le jour où ils sont face à l'extrême droite, ils n'auront plus de mots. Et donc, en fait, aujourd'hui, c'est la gauche qui banalise l'extrême droite. Parce que la gauche, en traitant de fascistes tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, le jour où il y a un vrai fascisme, il n'y a plus personne qui les croit. Et tout devient relatif. Or, ces mots ont du sens, ces mots ont de l'importance. Techniquement, c'est des mots que l'on dit à l'ultime. Il y a des mots comme ça dans la vie, où parfois ils vous viennent juste là, et vous dites non, je ne peux pas le dire, c'est trop fort. Et il y a des mots positifs aussi. Je t'aime, c'est pas un mot qu'on dit facilement. On le dit. Le problème, c'est qu'on est dans une société où maintenant on dit tout n'importe comment. Mais c'est un mot où, voilà, il se passe un truc. Mais dans le négatif, c'est la même chose. En politique, il y a des mots dont on ne peut pas abuser n'importe comment. Et vous ne pouvez pas traiter de fascistes tous les gars qui ne sont pas d'accord avec vous. Aujourd'hui, vous ne savez pas faire une journée
sans que le mot fasciste soit distribué comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quand on regarde l'histoire, ce qu'ont fait vraiment les fascistes, est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on envoie aux jeunes comme signal? Donc, le premier élément, je trouve que c'est très dangereux. Par ailleurs, la gauche en Belgique francophone doit être amoureuse de l'extrême droite parce qu'il n'y a pas d'extrême droite en Belgique francophone, tant mieux. Mais à force d'en parler, c'est eux qui la créent. Et donc en fait, ils sont en train de se battre contre un adversaire qui n'est pas là. On pourrait ne pas avoir ce genre de préoccupation, mais manifestement, ils veulent le créer. Le deuxième problème, c'est qu'effectivement, il y a ce cordon sanitaire. Moi, je vais être clair avec vous, je suis totalement opposé au cordon sanitaire médiatique. Je considère que quand une formation politique a une représentation au Parlement, cette formation politique doit pouvoir participer au débat. Pour une raison qui est très simple, c'est qu'on navigue dans une hypocrisie folle. C'est qu'en fait, au Parlement fédéral, on débat avec le Belang, mais sur un plateau de télévision, on ne pourrait pas. Moi, quand je vais en Flandre, je me plie aux règles qui existent en Flandre. Et en Flandre, le Belang est invité, même au débat dans les universités. Et donc, je me retrouve dans des débats où j'ai le CD&V, j'ai Anders, j'ai Vooruit, et j'ai le Belang. J'ai la NVA, j'ai tout le monde. Et quoi? Donc nous, on ne va plus aller débattre, donc on ne va pas aller parler à la Flandre, parce qu'en Flandre, ils ont cette règle. Et ils ont cette règle pour une raison qui est très simple, c'est que le Belang était tellement puissant que c'était incontournable. Tu ne peux pas te dire que le premier ou deuxième parti du Parlement, tu ne vas pas l'inviter, ça n'a aucun sens. Par contre, je suis un fervent défenseur du cordon sanitaire politique. C'est de faire en sorte qu'on ne conclue jamais de coalition avec l'extrême droite, mais aussi avec l'extrême gauche. Jamais. Ni même des coalitions ponctuelles sur un dossier. C'est la raison pour laquelle on n'a pas voté la suppression du Sénat au Sénat, parce que pour que le point passe, j'avais besoin des voix de l'extrême droite. Et je refuse que le MR fasse un accord politique, même ponctuel, même sur un vote, avec l'extrême droite ou l'extrême gauche. Parce que quand vous commencez comme ça, vous leur donnez de la crédibilité et vous faites d'eux les maîtres du jeu. Et c'est exactement le piège dans lequel le PS est tombé. Parce que le PS a permis au PTB, via des majorités alternatives, de devenir le maître du jeu. Et donc aujourd'hui, les leaders de la gauche, c'est l'extrême gauche. C'est l'extrême gauche. Et dans le même temps, le PS ne se prive pas de voter avec le Vlaams-Belang pour repousser nos textes au Conseil d'État. Et alors ils disent, oui, mais on ne le savait pas. Si, ils le savent. Pourquoi ? Parce que pour renvoyer un texte au Conseil d'État, vous devez avoir 50 députés. Vous devez avoir un tiers de l'Assemblée. Il est impossible dans le Parlement tel qu'il est constitué aujourd'hui d'obtenir 50 députés en dehors de la majorité sans le Belang. C'est numériquement impossible. Donc quand ils demandent un renvoi au Conseil d'État, ils savent que pour l'obtenir, mathématiquement, ils ont besoin des voix du Belang. Donc ils ne me disent pas qu'ils déposent la proposition qu'ils ne savent pas. C'est des maths. Et ce qui me rend dingue, c'est qu'il n'y a aucun journaliste qui est capable d'expliquer ce que je viens de vous dire. C'est quand même pas compliqué. Il suffit de prendre la composition du Parlement et de compter. Compter jusqu'à 50, c'est quand même pas insurmontable, quoi. Donc, eux se permettent de faire ces alliances ponctuelles. Mais quand vous faites ça, je le répète, vous les mettez maîtres du jeu. Parce qu'aujourd'hui, pour voter dans un certain sens ou un autre, le PTB dicte ses règles. Et la troisième difficulté, qui est, je trouve, insupportable, qui suscite énormément de frustration, mais je me soigne, c'est le fait que quand la gauche est au gouvernement, il n'y a pas de manif. Il y a des mesures qui sont contestées par les gens, mais il n'y a pas de cette violence. Dès que la gauche est renvoyée dans l'opposition, elle crée du bordel dans les rues et du bordel au Parlement. C'était le cas à l'époque de Jean Gol, parce qu'il y en a qui disent « Oui, mais c'est à cause de Boucher. Parce que Boucher, il est clivant. » Mais quoi, à l'époque de Jean Gol, je n'étais pas né. Je suis né en 86. Donc, début Jean Gol, je n'étais pas là. Fin Jean Gol, j'étais là, mais j'avais rien à dire. Je disais déjà, mais personne ne m'écoutait. Mais ça existait déjà à l'époque de Jean Gol. La Suédoise, j'étais un vague échevin à la ville de Mons. C'était pas le bordel de la même manière? Et aujourd'hui, c'est la même chose. À chaque fois que la gauche n'est pas au gouvernement, tous leurs copains, syndicats, mutuelles, associations, font passer chacune des mesures, chacune des réformes, que d'ailleurs ils ne remettent jamais en cause quand ils reviennent au gouvernement, comme si c'était les pires heures de l'histoire.
Loretan Collings en 2014, le bruit des bottes. J'étais pas là pourtant. Soi-disant, c'est moi qui ai droitisé le MR. Mais le bruit des bottes avec Charles Michel, on peut quand même pas dire qu'à l'époque, j'avais la moindre influence là-dedans. C'était les mêmes critiques. Extrême droite, les heures sombres de l'histoire sur les visites domiciliaires. On se croirait retourner à des temps qu'on n'aurait jamais imaginés, etc., etc. Ils nous faisaient le même sketch en 2014. C'est tout le temps le même sketch quand ils sont pas au gouvernement. Parce que l'État, ils aiment tellement se nourrir sur la bête que quand ils sont pas au pouvoir, ils se disent qu'il y a un truc qui est pas normal. Parce qu'ils sont nés en vivant de l'argent public, ces gens. Et donc oui, ils deviennent agressifs et violents. Et aujourd'hui, vous devez ajouter un élément. C'est que le débat public est effectivement plus clivé, parce qu'on est dans une société en crise. Et une société en crise, eh bien, les gens doivent faire des choix. Et donc les choix sont plus radicaux. En général, dans une société en croissance, il y a plus de caractère paisible dans le débat. Mais pourquoi c'est devenu plus violent dans les mobilisations? Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, l'extrême gauche a pris le contrôle de la gauche. Et l'extrême gauche, dans toute son histoire, n'est arrivée au pouvoir que par des voies violentes. Et donc oui, aujourd'hui, les manifestations sont plus violentes, les atteintes aux personnes existent, les menaces, et le pire, c'est qu'il n'y a personne pour les condamner. Les images, je ne vais pas prendre ma petite personne, les images sur Ivan Verhofstadt, jeudi, s'il n'y a pas la police, il se passe quoi? Quand vous avez 4-5 types qui commencent à vous tirer dessus, à vous secouer, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas la police? Posez-vous la question. Vous avez vu un responsable politique condamné à part le MR? Vous avez vu un tweet de Paul Magnette? Vous avez vu un tweet de Raoul Edebeau en disant « On comprend la colère des gens, mais la violence, c'est juste ça qu'on demandait. La violence n'est pas acceptable. » Et moi, dans mon cas, tout ce que je me prends, du matin au soir, les atteintes sur nos militants lors de l'hommage à Jean Gaulle, le 17 septembre à Liège. Vous avez vu le président du PS condamné, le type qui pourtant va expliquer partout que lui, c'est la représentation de la démocratie qui lutte contre l'extrême droite. Et là, il ne lutte pas. On ne demande quand même pas grand-chose. Même ça, ils sont plus capables de le faire. C'est pour vous dire à quel niveau c'est devenu de la haine. Et moi, et je terminerai par là, c'est ce que je reproche à la gauche aujourd'hui. C'est que la gauche, historiquement, elle incarnait l'espérance. Elle incarnait l'espérance au départ. Elle incarnait un avenir meilleur, la capacité d'émancipation pour les classes populaires. Elle a abandonné tout ça. La gauche aujourd'hui, elle est dans la haine. Elle est dans la haine. Elle dit aux gens d'origine étrangère, t'es discriminé, la Belgique c'est un pays de salauds, on a colonisé, on s'est jamais excusé. Et ils insistent là-dessus, ils rabâchent. Ils ont de la haine à l'égard du riche. T'as vu, lui, il a une belle maison, il a gagné du pognon, il a une belle bagnole, faut lui prendre. Parce que si on lui prend, tu seras moins malheureux. Elle est dans la haine de la droite, tous ceux qui pensent pas comme eux, avec des jeux de massacre avec nos têtes, des menaces, des insultes tous les jours sur les réseaux. Allez sur ma page. Moi, je suis habitué maintenant. Mais c'est pas normal que je me sois habitué à ça, en fait. Parfois, je me le dis. Je me dis, mais tu dois te réveiller, c'est pas normal. Mais on vous traite de fasciste, on souhaite votre mort, comme ça. On insulte votre famille, vos parents. Comme ça, c'est gratuit maintenant. Et elle cultive ça. Et j'ose le dire que ça vient de la gauche, parce qu'ils font la même chose en France. Le paysage français, il est facile à analyser. Regardez le climat qu'ils ont créé. Regardez le climat qu'ils ont créé autour des Juifs. Aujourd'hui, c'est devenu normal en fait. Alors soi-disant, ils sont pas antisémites, ils sont antisionistes. Ouais, je vais pas rentrer dans de la sémantique. Hein. Le sionisme, c'est normalement le droit d'Israël à vivre où Israël vit. Donc je vois pas comment tu peux être antisioniste aujourd'hui et pas souhaiter la fin d'un État en fait. Ces mecs sont capables de nous justifier le régime iranien quand même. Ils ont réussi dans la tête des gens à faire en sorte qu'on soit choqué de chanter à côté d'Israël à l'Eurovision, mais que ça pose de problème à personne de jouer au football contre l'équipe d'Iran. Et on est chez les fous. Allez, il y a un truc qui ne va plus. Et aujourd'hui, cette instrumentalisation et cet usage de la haine, à mon sens, n'est pas suffisamment dénoncé. Il n'y a pas suffisamment de prise de conscience en la matière. Et c'est aujourd'hui, à mon sens, le plus grand danger pour la démocratie. Le plus grand danger, ce n'est pas une extrême droite fantasmée.
C'est une extrême gauche violente et agissante. Et on a le devoir d'y faire face. Et moi, je suis fier d'être à la tête d'un parti qui ne s'est jamais compromis, ni avec l'extrême gauche, ni avec l'extrême droite, et aujourd'hui, et ni non plus avec les radicaux religieux. Parce que nous, la laïcité de l'État, c'est un principe fondamental. Aujourd'hui, on est le dernier parti en Belgique francophone à être dans cette situation, alors on n'a vraiment aucune leçon de recevoir de personne. Je vous remercie. Merci Georges-Louis. Merci Cécile. Alors, juste avant, mesdames, messieurs, de vous laisser partir pour manger un bout et boire un verre, on va céder la parole à Hélène Lebrun. Les laisser partir, faire ceux qui veulent. Oui, ceux qui veulent, évidemment. Ils sont pas obligés de manger et boire, ils peuvent dormir aussi. Lambeau, président de la section de Bièvre, qu'on peut applaudir. Voilà, merci Kassem. Je pense qu'on va clôturer ici cette conférence. Je tiens à remercier encore chaleureusement nos invités de ce soir pour votre disponibilité, votre écoute et pour vos réponses sur des sujets qui nous touchent tous directement dans notre quotidien. Donc on a parlé de sujets importants, mais le logement, puisque c'était le sujet du jour, un peu d'énergie, de dépenses publiques, etc. Je pense que cette soirée montre combien il est important d'avoir ce dialogue entre les citoyens et les représentants politiques pour construire des réponses justement qui sont adaptées à la réalité de terrain. En parlant du logement, voilà, Madame la Ministre nous a annoncé qu'il y avait des initiatives, des réformes sur la table pour faciliter l'accès au logement, pour nous accompagner face aux défis énergétiques de demain, simplifier les démarches, enfin bref, répondre en tout cas aux besoins des citoyens. Ce sont des sujets donc importants, tant pour les gens que aussi pour nos territoires, nos communes, pour les années à venir. Voilà, donc encore merci à tous pour votre présence aussi. C'était la première fois que nous organisions une activité, une conférence à 3 sections. Donc voilà, on est très content de vous voir nombreux et on pourra certainement réitérer ça. Hein. Donc, voilà. Merci donc au nom de nos 3 sections. Je cède la parole à Sarah. Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Hélène, Cyril, vous avez déjà parfaitement souligné l'essentiel, donc je serai très brève. Simplement vous dire combien, en tant que présidente du MR de Bièvre, je suis fière de contribuer à des initiatives qui rapprochent les débats politiques des citoyens et plus heureuse encore de le faire ici chez nous, en zone rurale. Organiser ce type d'événement est d'autant plus essentiel aujourd'hui, à une époque où tout s'accélère. L'information est partout, instantanée, fragmentée, plurielle, paradoxale. Elle se consomme en format court, se mêle parfois au divertissement, avec une logique de visibilité, de clics, d'émotion. Dans ce contexte, la réalité des faits peut vite s'éloigner et certains responsables politiques, je l'ai vu par moi-même jeudi dernier puisque j'étais au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Monsieur Boucher, là, tout ce qu'il a dit était parfaitement exact, j'étais bien située pour le voir. Donc certains responsables politiques choisissent des raccourcis, des approximations, voire la simplification excessive quand ce n'est pas l'instrumentalisation et on ne peut que le regretter. Ce choix, parfois plus rentable électoralement, soyons lucides, n'est pas le nôtre et nous l'assumons pleinement. Ce que nous voulons, c'est créer des espaces comme celui de ce soir, des moments de dialogue réel, direct, factuel et sans filtre. Ceux-ci vous apporteront, nous l'espérons, la matière sur base de laquelle vous pourrez construire votre propre jugement en votre âme et conscience et pas parce que quelqu'un d'autre vous l'aura suggéré. Je me permets aussi un petit mot plus particulier. Je souhaite aussi excuser au nom du MR bièvrois David Clarinval qui aurait vraiment voulu être là ce soir. Je sais que son cœur saigne un peu là où il est de ne pas être en votre compagnie. Il a été retenu au Parlement sur un texte relatif au flexi-job et je pense qu'il part demain matin assez tôt en Suisse, donc il s'excuse. Il vous souhaite une belle soirée et il aurait aimé être en votre compagnie. À mon tour, merci pour votre présence ce soir. Merci d'avoir choisi la rencontre et la collecte d'informations au plus près de la source. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous propose évidemment de prolonger ces échanges de manière plus informelle au bar. N'hésitez pas à venir nous rencontrer. Monsieur Boucher est aussi à votre écoute comme à chaque fois. Et Madame la Ministre Neven aussi. Merci aussi à toute l'équipe du mouvement réformateur qui met en œuvre une énergie assez folle pour pouvoir venir à votre rencontre partout en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et voilà, belle soirée à tout le monde.